Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec encore une fois un très beau LGF aujourd'hui. Au programme de ce grand forum, nous allons parler tout à l'heure de cette droite dont la frontière se mincit avec le RN. Nous tâcherons d'en parler tout à l'heure. Et cette question, la droite qui veut totalement tout dévoiler. On en reparlera donc tout à l'heure sur France Maghreb 2. Bien entendu aussi de l'inquiétude d'Emmanuel Macron d'une société qui se racialise, c'est ce qu'il a déclaré dans le magazine Elle. Et nous aurons un invité tout à l'heure, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle One, Two, Three, Vive l'Algérie. Devinez quoi, on va parler de l'équipe de l'Algérie, forcément, mais pas forcément celle de maintenant, celle de 2009, vous vous souvenez, avec cet épisode en Égypte, puis à Khartoum au Soudan. Voilà, un livre en guise de thérapie, on en parlera tout à l'heure avec Gilax, donc l'auteur de ce livre qui sera avec nous dans nos studios. Il nous vient de Suisse, tout à l'heure en direct sur France Maghreb 2, bien entendu. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui, pour l'instant ils sont deux, ils devraient être normalement trois. Monsieur Karim Alouache est avec nous, notre banquier d'affaires bien habillé. Comment ça va mon Karim ? Bien et toi ? Oui, tout va bien. Bonjour à toutes et à tous, très bien, très bien. On attend que le soleil. Oui, bah il est là le soleil, qu'est-ce qu'il y a ? Il est là. Ouais, enfin... Bah, oui. Attends mon cher Karim, tu vas partir en vacances, ça y est, les affaires sont presque terminées, les contrats sont signés ? Bon, les contrats, c'est jamais définitivement signé, mais les vacances arrivent, oui, j'espère qu'on pourra partir cet été, quoi. Bon, bah très bien, j'espère pour toi en tout cas. Si Dieu le veut, c'est pour le mois d'août. Ah, très bien, très bien. Tarek Mamie, et comme le vendredi évidemment, c'est Mamie. Comment ça va Tarek ? Ça va très bien. Bonjour à vous, cher Christophe. Bonjour à Karim. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Moi, ce soleil-là me suffit. C'est très bien. Ouais, moi aussi. Trop, ça deviendra trop. Non, non, en fait, c'est les nuages. C'est cette moiteur qui est difficile. Ouais, bon, on va pas se plaindre non plus. Tu sais, moi, vous ne partirez pas dans des pays de moiteurs alors pour les vacances, hein ? Ouais. Non, je vais aller soutenir mes frères tunisiens. Ah oui, bah là, tu vas avoir de la chaleur, mon vieux. Tu vas voir à Djerba, tu vois comment ça chauffe. Pour l'instant, on n'est pas arrivé. Ouais. Il faut prendre les tangs et les shorts. Ouais. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Et profiter de cette belle île. Ouais, tout à fait. Ah ouais, on va essayer en tout cas. Voilà. L'île au lotophage, l'île dont Ulysse avait écrit, en tout cas quelqu'un a écrit pour Ulysse, heureux que comme Ulysse. Ulysse 31 ouais. Non, Ulysse tout court. Bah, on va dire, il y avait le choix de la Grèce, mais comme tout le monde va en Grèce... Ouais. Ah bon ? Si on peut lier l'utile à l'agréable, là, pourquoi pas, mon cher Tarek. On va à Lille. Très joli, la Crète. La Crète, c'est très joli. Ouais, on va à Lille. C'est joli, mais il y aura c'est des champs d'oliviers à perte de vue. Ouais. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est surtout un pouvoir d'achat cassé, ouais. Puisque le SMIC, il tourne autour de 200 €. En fait. Mais ça se trouve, les vacances se termineront en France. Peut-être. Allons savoir. Farid Tamsamani, lui, sera aussi de la partie. Comme d'habitude, il est très à l'heure. Voici le quiz, les amis. Le quiz. C'est pas sa faute. Jamais. Première question. Évidemment, mes questions ont tout un rapport avec le 2 juillet. Ça J'ai tombe pas bien. révisé. Hein, nous y sommes. Réunification de quel pays ? L'Allemagne. Non, attendez, laissez-moi terminer la question. Alors, la Corée, c'est pas non, encore attendez, Tarek, soyez gentil. Attendez, Réunification de quel pays après 20 ans de guerre ? On est en 1976. Alors, je suis tenté de Vietnam est une bonne réponse. Alors, réunification, je sais pas si c'est le terme, mais bon. Ouais, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la paix, on va dire. Non, c'est une partie qui a gagné la guerre sur l'autre. Oui. Donc, le mot réunification va pour l'Allemagne, parce que pseudo-double volonté. Bon. Mais en Vietnam, on a gagné, on arrive. D'accord, Tarek, mais j'ai le point. Voilà. Allez, on continue. Quel pays devient champion d'Europe de foot en 2000 en battant l'Italie avec un fameux but en or ? La France, effectivement. Trezeguet. Sous les commandes de Roger Lemaire et évidemment David Trezeguet, ce but en or dont tout le monde se souvient. Quelle franco-colombienne est libérée en 2008 ? Oui. Merde. Betancourt. Vous avez gagné le point. Elle a été enlevée par les FARC le 23 février 2002. Non, j'ai failli dire Rothschild parce que je pense. Voilà, vous pensez à L'Oréal. À l'autre. C'est pour ça. D'ailleurs, longtemps, on a cru qu'il y avait un lien entre les deux. Alors j'attendais, c'est Béthène. Je cherche à présent un homme politique français, militant socialiste de la première heure. Il est mort en 2016. Il a été Premier ministre sous Mitterrand. Rocard est une bonne réponse. Premier ministre. Parce que j'aime le Michel bonhomme. Rocard. Et il a beaucoup œuvré pour l'Europe. Et pour
pour l'Algérie, pour le Maghreb, pour le monde. Et un économiste brillant. Voilà. Ce niveau d'homme politique nous manque aujourd'hui. Il a été bridé parce qu'il y avait en face de lui le Sphinx. Et malheureusement, ceux qui se réclament aujourd'hui de lui sont l'ombre de ce qu'il aurait pensé de lui-même, à savoir donc l'ancien président de la région Île-de-France. Non, mais ils ont pas son niveau. Enfin, oui, ils se réclament de lui. Non, mais autrefois. Et même Valls. C'est bien, je pose des questions, après il faut le reste, les gars. Autrefois, il y avait quand même des hommes politiques qui avaient un niveau. Ouais. Je cherche à présent un couturier styliste. D'origine italienne. Il est né en 1922. Versace ? Non. Non. Il est mort le 29 décembre 2020. C'est il y a peu. Oui, d'accord. Je suis pas expert, moi, dans la un couturier styliste. Ah bon ? On fait pas des affaires avec les couturiers ? Non, trop petit joueur. Alors, c'est pas Gucci ? Non, c'est pas Gucci. Gucci. Ils sont trois. Ferragamo, je sais plus quoi. Il est d'origine italienne. Oui. Il est né en Italie, il est mort à Paris. Oui, enfin, des couturiers italiens, il y en a plein, quoi. Oui, mais bon. Attends. Je suis sûr que nos auditeurs ont trouvé. Attends, laisse-nous 2 secondes. Pas toute l'après-midi non plus. J'ai pas mon appareil pour aller chez Google vérifier, mais bon. C'est bien, vous trichez pas. Non. Ça. On triche pas ici. Non. Il y avait Gucci, Versace. On en connaît qui ont tenté de tricher. Ils ont été démasqués. Avec des papiers. Spécial dédicace. Attends, j'appelle Farid. Ah oui, vous avez le droit à un coup de fil à un ami, hein. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que quand tu vas nous le dire, on va dire bah oui, bien sûr. Pierre de son prénom. Pierre ? Bah oui. Pierre chez les Italiens, c'est rare. Bah oui, mais bon. D'origine italienne. Ah, il est d'origine italienne. Oui, d'origine, j'ai bien dit. Mais il n'est pas italien. Non, d'origine italienne. Ah, il n'a pas forcément un nom italien alors. Ah non, pas vraiment. Cardin ? Ah oui, Pierre Cardin, qui nous a quittés il y a peu, le 29 décembre 2020. Oui. Ah bah franchement, tu m'as troublé avec d'origine italienne. Ah bah il s'appelle Cardini, il a enlevé le i. Cardinio. Ouais, voilà, et il a enlevé. Allez, dernière question, je cherche à présent un journaliste et animateur de télé. Il est né, lui, en 1928 dans les Hautes-Pyrénées. Indice. Oui, vous l'avez. Chancel, avec le grand échiquier, évidemment. Et surtout radioscopique, il a animé pendant 22 ans sur France Inter. Le plus grand journaliste de France du XXe siècle. Il est mort le 22 décembre 2014. Comme ça. C'est ma date de naissance. Ah bon ? 22 décembre 2014. Non, 22 décembre. 22 décembre. Ah oui. Oui, 22 décembre. Oui, 2014, non, certainement pas. Oui. C'est le plus grand journaliste toute catégorie. Jacques Chancel. Oui, j'ai eu l'honneur, le plaisir de le rencontrer 1 ou 2 fois. Ce mec, je parle de lui comme Coluche, est humble, mais il parle au président comme il parle à l'auditeur de la même manière. Non mais je ne sais pas si vous avez remarqué quand même de manière un peu... On est en train de perdre tous les grands de ce pays. Non mais dans beaucoup de milieux, on est passé d'un certain niveau d'excellence de personnes à la médiocrité. On peut mettre ça au monde politique, on peut mettre ça à une certaine catégorie de journalistes. On est passé de Jacques Chancel au commentateur de CNews le matin. Là. Ah oui. Pascal Pro. Pascal Pro. Qui fait des audiences incroyables, vous avez vu ? Bah oui, parce que c'est le niveau de la population parce qu'il y a un public pour ça. C'est ça. Bon, les amis, dans un instant, on va parler des inquiétudes de Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'inquiète d'une société qui se racialise. Est-ce qu'il a raison ? On en parle dans un instant, mais auparavant, si vous le permettez, avec votre autorisation, vous savez que c'est les conseils d'installation dans les régions aujourd'hui. Ouais. On passera un petit coup de fil à Bouriaki pour savoir qui il a croisé, comment ça s'est passé. Oui. On va l'appeler dans un instant. On va voir s'il va répondre au téléphone. Ah oui, non, t'inquiète pas, j'ai déjà pris mes devants. Non, ici il est chez lui, donc voilà. Ici il répond. Peut-être qu'il ne répondra pas ailleurs. Oui. Suivez mon regard, mais ici il répondra. Est-ce que vous pensez qu'on le reverra là dans les manifs et tout je sais pas. On lui posera la question à notre Philippe Bouriaki, qui je pense en tout cas va rester tel qu'il est. Bon, s'il prend le melon, de toute façon, j'ai promis de lui faire savoir. On l'éclate. C'est ça. Alors, reste avec nous. Peut-être notre ami Farid Tamsabeni nous rejoindra d'ici quelques instants. On ne sait pas où il est. Toujours. S'il peut, il n'a pas d'obligation. Et on parlera de l'équipe d'Algérie, mon Karim, tout à l'heure, avec ce livre que tu n'as pas lu, mais qu'on a lu avec Tarek. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait fait une dédicace, mais il a fait une dédicace à la fin de son livre. Ouais, pas mal. Donc, ça s'appelle One, Two, Three, Viva l'Algérie. Alors, les mecs, en fait, ils écrivent les livres et disent on va les publier. Ouais. Christophe Fro leur dit je vais vous recevoir à la radio. C'est ça. Et ils se précipitent, ils rajoutent à la dernière page. Ouais, c'est ça, dernière page. Ouais. Juste après le remerciement de beau-frère et la belle-sœur. C'est extraordinaire. Et ça, c'est. En fait, on va parler d'époque. Karim, tu t'en souviens évidemment, vous en souvenez tous de ce qui s'est passé entre l'Algérie et l'Égypte avec ce match au Caire, puis à Khartoum.
C'est le début de quelque chose ou la fin de quelque chose. Ça a été extrêmement tendu vraiment avec des agressions, les joueurs. Qui avait été rejoué oui, c'est ça. En Tunisie. Non, à Khartoum. L'Algérie avait. C'est vrai. Parce qu'au Soudan, et les Soudanais, alors tout le monde pensait que les Soudanais allaient rouler pour les Égyptiens. Et les Soudanais ont roulé pour les Algériens en disant, parce que quand on va en Algérie, bon, on n'a pas de sentiment particulier. Par contre, quand on va en Égypte, on est traité d'esclaves. Donc ici, le stade, il s'appelle Algérie. C'est ça. Ne bougez pas, tout de suite, on est de retour sur France Maghreb 2. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 et l'équipe au complet, les amis, en ce vendredi 2 juillet. Merci d'être avec nous, avec Tarek Mami, avec Karim Alouache et avec monsieur Farid Tabsamani. Comment ça va, mon Farid? Très bien. Navré pour le retard pour les auditeurs. Il a oublié l'adresse, il a fini par la trouver. Nous ne l'excusons pas, nous sommes habitués à son retard. Bon, alors messieurs, je voudrais qu'on accueille quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a changé un peu de statut depuis dimanche dernier, puisqu'il est devenu conseiller régional. C'est aujourd'hui les conseils d'installation en Ile-de-France. Monsieur Bouriaki est avec nous. Comment ça va, mon Philippe? Écoute, je sais pas si j'ai changé de stature ou de statut, mais ça veut dire que c'est mauvais signe si c'est une statue qu'on change. En tout cas, ça va très bien. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Bonjour Philippe. Philippe. Je suis en direct bonjour à toute l'équipe. Je suis en direct du conseil régional. Là, on est à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, ouais. Voilà, c'est le conseil régional. Enfin, c'est la séance d'installation. Donc Valérie Pécresse a été largement réélue, bien évidemment. Ah bon? Ouais. Ouais, gros suspense, parce que j'étais à 7h en plus ce matin, scrutateur, pardon. Et donc je vous raconterai, c'est vraiment une blague internationale, parce que là où on cochait les cases, sur la candidature de Valérie Pécresse, les cases alignées étaient de 10, sur celle de Vanier 10, et en fin de compte, le bulletin blanc et nul, c'était des séries de 9. Ah oui. Et donc au final, on se dit, mais attends, il y a un souci, il manque des bulletins, on recompte, on s'arrache la tête. Alors, je sais pas qui a créé la feuille d'émargement, je vous mettrai la photo plus tard, la feuille des scrutateurs, mais c'est juste extraordinaire. Et donc, il y a eu un gros moment de suspense sur des bulletins qui auraient disparu, réapparus, mais avec tout rentré dans l'ordre. Donc, Valérie Pécresse est élue présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour 7 ans, à moins qu'elle devienne présidente de la République l'année prochaine, mais je crois que c'est mal barré. Ils vont s'entretuer entre eux bientôt, ça, on va voir. Oui, chez vous aussi, t'inquiète pas, mon Philippe. On viendra, t'inquiète. On ne se pas porter l'étonne. Alors, en fait, on pensait avoir Muselier président, il y a quelque temps, et puis tout d'un coup, c'était pas Muselier, c'était un mec... C'était un socialiste qui a été élu. On a voulu refaire la même chose à Paris, mais ça n'a pas marché. Ouais. En tout cas, alors Philippe, t'as croisé Marlène Schiappa? Oui, je l'ai vue tout à l'heure. Avec son garde-corps. Elle était là au déjeuner, en tout cas. Ouais. Là, pour dire vrai, je ne l'ai pas revue. Peut-être qu'elle a émargé et qu'elle a disparu. Hein. Elle a un emploi du temps très chargé. Mais voilà, c'est bon enfant. Alors, l'ironie du sort, c'est que je suis juste derrière Jordan Bardella. Ah oui? Avec qui j'ai eu une belle discussion ce matin. Ouais. On est venu irlandais, on dit on parle pas au Rassemblement National. Sauf que quand t'es coincé entre plusieurs personnes du Rassemblement National, c'est un petit peu compliqué de ne pas parler. C'est par ordre alphabétique pour la première séance d'installation. C'est ça, tout à fait. Ah oui, donc Bouriaki part de là, forcément. Je vous explique, chers auditeurs, mais après, ça sera plus comme ça. Et surtout, c'est un élu de Seine-Saint-Denis. Oui, et ça sera plus comme ça. Ouais. Ça va changer. Bon, Philippe, tu vas faire quoi, toi? Tu vas être à la tête de quelle commission? Alors, je peux pas vous dire, là, pour l'instant, c'est top secret. Non, alors, ce qui se passe, c'est que les commissions, elles sont pas encore définies parce qu'on n'a pas désigné encore tous les vice-présidents et le secteur, le champ d'activité de chaque vice-président. Mais ce que je peux vous dire en primeur aux auditeurs et auditrices de France Maghreb 2 et du Forum, j'ai un conseil à vous donner. Oui. Prenez l'écologie. Ouais, non, mais il y a déjà du monde au balcon. Alors, c'est quoi le truc que tu viens de balancer en primaire? Mais visiblement, on s'orienterait pour, me concernant, la commission sécurité. Et après 2 organismes associés, il faut normal. C'est normal. C'est normal. Ils ont vu un mec baraqué. On va dire que t'as une expérience. Ah ouais, non, ils ont dit ça doit être un arabe. Peut-être qu'il a travaillé dans une boîte de nuit dans une autre vie. Donc, il est bon pour le poste. Voilà. La sécurité, Philippe. Bon, c'est bon, alors. Il faut que tu te remettes à la boxe, alors. Il y a madame la présidente qui va nous dévoiler les résultats de la commission permanente. Ah, c'est formidable. Et on mange bien, au moins, au conseil régional? C'est très fin, c'est très délicieux.
mais je cherche le grec dès que je sors d'ici. Bon, eh ben écoute, on te laisse travailler en tout cas et encore toutes nos félicitations mon Philippe et bonne installation à la région. À très vite. Salut mon Philippe, ciao ciao. Voilà, bon bah ça y est, il y est, hein. Voilà, il a réussi. On n'avait pas quelqu'un d'autre qui devait être candidat et qui a fini, il est absent, donc on ne dira pas un mot là-dessus. Je dirais la prochaine fois qu'on avait un autre chroniqueur qui devait être candidat, qui n'a pas été candidat, donc il n'a pas été élu, mais je le taguerai, comme disent les jeunes, le jour où il sera là. Parce que mais on a beaucoup d'amis qui sont conseillers régionaux. Hein. Ouais. J'ai beaucoup on a Madame Sebaï qui a loupé le coche pour la départementale. Bon, elle n'a pas été élue. D'ailleurs, ce département qui a basculé à droite. Hein, à droite. Et du coup, elle n'est pas à la région non plus. Elle n'est pas à la région non plus. Elle n'était pas candidate. Elle n'était pas et puis candidate à la région. Et il y en a un qui nous a écrit, cher Karim, à 23h ou à minuit, la bonne nouvelle, la bascule de droite à gauche, je ne dirais pas qui c'est, parce qu'il est présent aujourd'hui. Ah, moi, oui. Moi, je suis très... Alors, à minuit, il dit bonne nouvelle. Alors, je dis, c'est quoi la bonne nouvelle? Alors, par contre, j'ai un... Non, mais moi, je l'assume parfaitement. Moi, j'aurais souhaité que notre amie et chroniqueuse Sabrina, effectivement, puisse devenir conseillère départementale, mais je suis aussi autant heureux que le département du Val-de-Marne bascule à la droite, parce que les départements Coco... Généralement, ce sont des catastrophes. C'est pour ça qu'en fait, ils les perdent de toute manière. C'était le dernier. Le dernier bastion. Et je pense qu'il n'y aura plus. Il y aura plus. Il y avait déjà une petite prémisse avec les municipales déjà, avec des villes qui avaient basculé à droite. Surtout la Seine-Saint-Denis quand ça avait basculé chez les socialistes. Sauf que parce que le sénateur d'Allier qui s'est présenté sur le canton de Pavillon-sous-Bois et Bondy. S'est présenté pour prendre le département. Hein. D'ailleurs, c'est un vrai scandale quelque part, parce que maintenant qu'il n'a pas réussi à prendre le département, il va juste encaisser ses indemnités, mais il ne siégera jamais au département. A tenté un coup de force, et il a échoué, alors que le LR, dans le Val-de-Marne, a réussi. Je pense que Dallier a perdu, ce n'est plus l'homme fort LR de la Seine-Saint-Denis. Je pense que le nouveau patron LR de la Seine-Saint-Denis, maintenant, c'est bel et bien Béchiza, Bruno Béchiza, le maire d'Aulnay. Alors, moi, je pense que la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne n'étaient absolument pas comparables, puisque la dynamique des municipales n'était absolument pas la même. Oui. En 2020, sur les municipales en Seine-Saint-Denis, des villes de droite sont redevenues à gauche, alors que dans le Val-de-Marne, justement, il y a eu des bascules vers des villes de droite. C'est ce qui a permis... Mais il y a des villes qui ont basculé à droite. Bondy est passé de la gauche à la droite. Alors, oui. Mais peut-être pas pour très longtemps encore. La dynamique on va revoter chez vous au mois de septembre. On revote à Bondy, oui. Ouais, c'est ça. On revote chez vous. En tout cas, voilà. Bon, c'était un petit clin d'œil à notre ami Broyaki, donc qui est au conseil régional, qui va siéger aux côtés de Madame Schiappa, de Madame Émilie de Chalon, je crois. Est-ce qu'on peut dire encore un point sur ces élections régionales? Moi, j'ai été choqué par la tambouille entre les deux tours. C'est-à-dire, vous avez des gens, je ne vais pas les nommer parce que voilà, vous avez des gens qui, par exemple, au premier tour, sont élus sur une liste dans le département de Seine-Saint-Denis, et qui, parce qu'il faut négocier, qu'il faut laisser de la place à un tel ou un tel, se retrouvent dans les Yvelines, département qu'ils ne connaissent même pas, très juste, et juste parce qu'il faut... Raquel Garrido est atterri dans le 77. Par exemple. Il y en a d'autres. Trigance, par exemple, dans la Seine-Saint-Denis, s'est retrouvé dans les Yvelines. C'est un scandale fini. On se fout de la gueule des électeurs, et après on s'étonne que les gens ne votent pas, qu'ils n'aiment pas les politiques, etc., etc. On va en parler tout à l'heure, t'inquiète pas, mon Farid. On parlera un petit peu de la... Les Tunisiens ont inventé le mot qu'il faut. Ils appellent ça le tourisme politique. Le mec, il teste à droite, il teste à gauche, et une fois qu'il est élu à l'intérieur de l'Assemblée, en 5 ans, il fait 3 groupes différents. Non, mais il y en a qui ont même pris des étiquettes pour être sur les quotas, parce que sur les listes, il y avait des quotas. Femmes. Non, des quotas de tel ou tel partenaire. D'accord. Mais c'est quand même hallucinant. Ça aussi, il faudra le dire. Entre les deux tours, c'est-à-dire en moins de 7 jours, en 48 heures. 48 heures. 48 heures. Parce qu'il faut déposer la liste le mardi à 18h. Voilà, pour des résultats tombés plus ou moins lundi matin. Alors en termes de parachutage, tu peux parler de la personne qui a été élue en Seine-Saint-Denis, côté La République En Marche, qui est une Parisienne du 17e arrondissement. Qui est une amie. Qui est une amie personnelle que je salue, qui a déjà été candidate, si je dis pas de bêtises, aux législatives en Seine-Saint-Denis. Ne t'engage pas sur ce terrain, parce qu'on peut en parler. On va pas en parler. Non, mais c'est pas parce que les gens font des erreurs, des bêtises, que ça reste pas des amis. Elle s'est présentée en Seine-Saint-Denis aux législatives
elle a échoué lamentablement et elle n'est jamais revenue dans le département. Non mais Karim, quand elle s'est représentée au municipal dans le 17e, elle a échoué lamentablement. Quand vous avez un ami personnel, ce qu'il fait par ailleurs, est-ce qu'il va arrêter d'être votre ami personnel? Non mais voilà. Voilà la question. Ce que dit Karim, moi c'est pas la en politique, pas en termes d'amitié personnelle. C'est pas la personne que je condamne. Je condamne, c'est la pratique. Et d'ailleurs, on l'a dénoncé dans une tribune dans l'opinion. Voilà. Bon, en tout cas, la pratique, elle n'est pas propre à la République en marche. Exactement. C'est propre à tous les partis, on va être d'accord. Mais c'est pas une raison pour l'excuser. Allez faire un tour du côté de Marseille et vous allez voir que le mot tambouille c'est pas assez parce qu'il faudra lui rajouter 3 autres termes. Christophe, la dernière chose à ajouter quand même, c'est que Emmanuel Macron en 2017 s'était engagé à faire autrement. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a eu un certain. Et que dit Pasqua? Et que dit Charles Pasqua? Que disait Père son âme. Il dit plus grand chose. On a fêté l'anniversaire de son décès il y a quelques jours. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il dit la promesse n'engage que ceux qui les écoutent. Lui, il fait des promesses. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Alors, il y a un candidat qui est venu pendant cette campagne ici à France Maghreb 2, Ali Diawara. Ouais. Alors, il y avait notre ami Pierre-Henri qui était à la journée et qui lui avait dit vous ferez pas plus de 5%. Il en a fait 20 au premier tour. Donc, ce que je propose à Pierre-Henri, c'est qu'Ali revienne le jour où Pierre-Henri sera là, en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, dans le canton La Courneuve, à côté du Bourget, un truc comme ça. C'est ça. Il habite au Bourget, il s'est présenté en face. Pierre-Henri, il a dit vous ferez pas plus de 5%. C'était comme ça, il en a fait 20. C'est pas Benoît Hamon aussi qui a fait c'est pas Marie Chapin qui avait taclé Hamon en lui disant quand vous ferez plus de 10%, vous pourrez la ramener. Et lui, il a renvoyé quand il a dit que vous ferez plus de 9%. Voilà, et c'est l'histoire de Besson. Ségolène Royal écrit un livre qui connaît M. Besson. Il devient ministre pendant 5 ans et puis il publie un livre. Je suis président de club en Seine-Saint-Denis. Je suis Besson. Pour Ali Diawara, le canton de La Courneuve. Alors, on salue naturellement notre ami et chroniqueur Pierre-Henri. C'est juste qu'il ne connaît pas assez la tambouille de La Courneuve. Oui, c'est ça. La liste citoyenne ne date pas d'aujourd'hui. Elle a un ancrage. On a suffisamment d'amis qui ont notamment participé à cette dynamique, notamment en 2014. Ils s'étaient alliés, malheureusement, selon moi en tout cas, à l'époque, avec la mairie sortante. Et notamment parce qu'il y a une tambouille socialiste à La Courneuve. Il faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est cette commune-là. Et effectivement, il a fait un bon score, ce qu'il faut saluer. La difficulté de ces scores-là, quand vous faites un très bon score comme ça, c'est que vous pouvez pas faire d'alliance au deuxième tour avec d'autres. Là, en l'occurrence, sur les cantonales, c'est compliqué, mais c'est-à-dire qu'il faut continuer le travail. Oui. Et ça, c'est pas du tout évident. Il faut pas se mentir, quelles que soient les personnes. En tout cas, c'est très encourageant. 20%, c'est 4 fois les 5% que Pierre-Henri avait. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Alors, moi, je voudrais continuer, Christophe, vraiment avant la pub. Moi, je me suis fait une spécialité depuis quelques années. C'est au lendemain des élections, notamment je l'ai fait, là j'étais à Marseille. Je prends la liste de tous les élus et je cherche ce qu'on appelle les consonances. Il y a 300 élus entre les élections départementales et les régionales. Et ce qu'on pourrait appeler consonance maghrébine, il y a à peine une dizaine de noms. Et ça, moi, je le dénonce parce que ça parle beaucoup, ça gueule beaucoup, mais ça fait pas la citoyenneté, ça travaille pas. Le deuxième truc que je vais lire dans quelques jours, et je le fais tous les ans, 2 fois par an, c'est la liste de la Légion d'honneur. Pareil. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai un nouveau paramètre de lecture de la présence citoyenne de cette partie de la population, 6 millions de personnes. Il paraît que je vais être dessus. J'espère. Non mais je blague. Sur laquelle la Légion d'honneur. Non mais j'espère parce que pour moi, en tout cas, tu mériterais d'y être. Voilà, pour moi, ça devient un indicateur. À n'importe quel son parcours, son engagement. Non mais attends, Christophe, vous savez à quel titre on donne? On peut prendre un boulanger parce qu'il a 25 ans d'âge dans un village d'activité. Oui. On peut l'attribuer, on peut la donner à Karim avec exactement. Tout ce qu'il a subi. Oui, complètement. C'est pour dire. Alors le problème, et vous savez comment ça marche? J'ai beaucoup poussé, à l'époque où je travaillais pour certains ministres. Expliquez-nous comment ça marche, Safarid. Parce que moi, la version officielle ou la version officieuse? La version officielle sur papier. La version officielle, c'est qu'en fait, n'importe quel citoyen peut soumettre une proposition. Comment on soumet? C'est ça qui est important. Pour moi, c'est une lettre simple, tout simplement. Alors, il y a des formulaires. Il y a des formulaires. Oui, tout à fait. Non, mais les formulaires, c'est pas le citoyen qui le rend. Pas des formulaires, pas des formulaires. Des formulaires. Si. Pas obligé. Ça dépend par qui on passe. Oui. Moi, quand je les recevais pour un ministre, je recevais des courriers. Donc, ensuite, on l'étudiait.
En réalité, on savait qui c'était parce que pour X ou Y. Et ensuite, on le soumettait au service du Premier ministre. Donc ensuite, il y a une étude qui est faite. En clair, si vous avez été condamné... Si on cherche le paramètre condamné au bulletin numéro 3. Parce que le numéro 1 et 2... mais en fait... alors là, ça devient trop technique, les gars. Non, ça c'est l'officiel. Officieusement, en fait, on creuse un peu plus quand même. Parce qu'il y a quand même des services de la Légion d'honneur qui sont sur les quais, si je dis pas de bêtises. Pas loin de l'Assemblée nationale. Pas loin des Invalides, je crois. Et du coup, derrière... en fait, c'est Exactement. L'ex-siège du Parti Socialiste. L'ex-siège qui a été vendu à un prix dérisoire et que le promoteur a refait une culbute quasiment quelques mois après. Décidément, ce parti est vraiment mort. Il faudrait se creuser la question, quel est le promoteur qui a acheté et est-ce qu'il est lié ou pas? Moi, je suis le promoteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on reprenne le fil de l'émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher Christophe, c'est les consonances dans ces élus. Les consonances. Sur la Légion d'honneur, c'est plus divers. Oui, mais bon. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut donner la Légion d'honneur en dehors de la France. Oui, on la donne à Fayrouz. Et on a compte par exemple, exactement. Donc du coup, les consonances, en fait, c'est pour ça que c'est pas forcément le bon. Je vois la société se racialiser progressivement, c'est ce qu'a affirmé, déclaré le président Macron. Il a cette interview parue hier dans le magazine Elle. Ce serait bien qu'on m'écoute. Des fois. Je suis du côté universaliste, a déclaré le chef de l'État, Emmanuel Macron. Je ne me reconnais pas dans un combat qui renvoie chacun à son identité ou son particularisme, a déclaré donc ainsi Emmanuel Macron, qui s'inquiète donc d'une société qui se racialise. Est-ce qu'il a raison, Farid? Je suis complètement heureux que pour une fois le président de la République prenne cette dynamique-là, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il parlait quand même d'un privilège blanc il n'y a pas si longtemps. Et je rappelle, vous vous souvenez de l'humiliation que Jean-Louis Borloo avait subie à l'Élysée dans cette réunion-là, où il avait parlé clairement d'hommes blancs. Et moi, je pense que c'est du racisme à part entière, au même titre que le reste. Et je suis heureux qu'un président de la République qui a quand même, il faut quand même le dire, une vision relativement mondialiste des choses, puisse s'exprimer comme ça. Néanmoins, on va peut-être rentrer dans le quand même un bémol. On va rentrer dans le détail après si tu veux. Mais moi je pense que c'est purement électoraliste parce que j'ai le souvenir précisément d'une interview au JDD pendant la campagne électorale 2017 où il parlait effectivement de la culture française, de cette notion-là, et on s'est aperçu très vite que selon l'auditoire qu'il avait ou les intérêts, il s'adaptait. Effectivement, on est clairement en campagne électorale. Par contre, sur le fond, que ce soit Macron ou pas Macron, je suis un fervent défenseur de l'universalisme pour les raisons que j'ai déjà évoquées et que je pourrais encore évoquer ici. Et je pense que c'est ce qui fait le ciment de notre société en France et notamment de la notion de la République. Et c'est ce qui fait à titre personnel le ciment de ma religion. Mais Tarek, est-ce qu'il n'est pas un peu, responsable justement de cette inquiétude qu'il a aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, le président de la République est devenu un homme quelconque. Il passe dans un endroit, un journaliste ou une personne lui pose la question et il se croit obligé de répondre à cette question, y compris sur un mot français que j'ai anglais ce matin, je sais pas quoi, les filles qui ont un espace dans leurs vêtements, top crop, ou des conneries comme ça, et les gens répondent. Moi, je me rappelle d'un président qui s'appelle Jacques Chirac et d'un autre qui s'appelle le général de Gaulle. Quand il y avait des gens qui criaient une question, ils répondaient toujours « vaste programme à voir ». Et donc, si vous voulez, et on rentre dans la politique du buzz. Pour moi, je suis contre cette déclaration-là. Et cette déclaration-là n'est pas de la hauteur d'un président de la République. Qu'ils la disent. Laquelle? Celle-là, sur l'inquiétude qu'il a sur ces sociétés qui se racialisent. Qu'ils la disent dans un discours. Qu'ils la formalisent d'une certaine manière, oui. Mais comme ça, au pied levé, je te pose... Il a répondu à une interview. Oui, mais j'allais dire, il y a interview. Aujourd'hui, on sait qu'une interview posée par GDD ou par le Figaro. Là, c'est elle, en l'occurrence. Ou c'est elle, ou elle. Bon. Oui, mais il faut remettre les choses dans le contexte, Christophe. Il a interviewé à quel titre? Il a interviewé dans le cadre d'une interview sur le sujet du moment et sur une société qui se racialise. Non, pas du tout. Il a interviewé sur le sujet des féminicides. Oui.
des féminicides. Oui, tu as raison, On le sait tous, quand même, il y a de plus en plus, malheureusement, de féminicides, de femmes qui se font... Et que vient faire l'identité dans le féminicide? Alors, je vais en venir, parce que moi, du coup, j'ai lu l'interview. C'est qu'on parle des féminicides, ensuite on parle de la lutte contre le féminicide, ce qui amène à la lutte, notamment sur le féminisme, et ce qui dévie forcément sur les différents types de féminisme de notre société, malheureusement, puisqu'on a une absence de pédagogie sur ces sujets-là, et donc du coup, forcément, on parle de l'universalisme. C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Oui, tu as raison, Farid, tu as raison. Karim, est-ce que Emmanuel Macron, qui aujourd'hui s'inquiète de cette société qui se racialise, et qui pourtant en 2017 avait promis justement l'unité, une société justement qui se rassemblerait autour de valeurs, c'est pour ça que j'insiste en disant, est-ce qu'il n'est pas un peu responsable de ce qu'il constate aujourd'hui? Parce que c'est pas partie d'un échec dont il serait le seul responsable. Non, mais moi je vais vous dire, donc moi je suis un patriote, on est tous français d'abord, ça c'est la première règle. Quelle que soit ta religion, ta couleur, les origines de tes parents, parce que nos origines, elles sont françaises quand on est né en France et qu'on a tout. On a été éduqué en France. Ça fait plaisir d'écouter ça sur France Maghreb 2, parce que je peux vous dire que moi qui écoute. Le français d'abord, c'est ça? Oui. Ça vous a rappelé des slogans politiques, ça? Non, mais parce que j'écoute. Sur France Maghreb. Magnifique. Voilà. Les Français d'abord, slogan politique du Front National. Donc, sur France Maghreb. Pardon. Carré, ne te laisse pas. Maintenant, je crois que ce qui me sidère, moi, je me suis dit, tiens, les élections régionales. Parce que, en fait, toutes les départementales, elles sont vraiment passées au second plan face aux régionales, mais peu importe. Mais je me suis dit, ça y est, les élections sont passées, on va un peu foutre la paix aux communautés, aux religions et tout. Ouais. Et boum. En fait, c'est le seul sujet de campagne permanent. C'est-à-dire qu'en fait, le reste... Impulsé par les LR, quand même. Non, mais les LR, le Modem... Oui, le Modem qui d'ailleurs, je sens que le Modem est en train de dériver. Repart vers la droite. C'est ça. Il se dit, tiens, chez les LREM, il n'y a plus rien à bouffer. Ouais. Ça sent mauvais pour Macron. On va rebasculer côté LR-UDI. Macron qui perd 3 points de popularité. Non, mais toutes ces attitudes, je dirais, contribuent à l'abstention, d'abord. Parce que c'est une vraie mascarade. Et moi, je me dis, merde, on est encore reparti, les communautés, les ceci, les cela. Alors, quand on parle communautarisme, on va pas tourner, on va pas parler des Italiens, des Portugais, des Européens. Non, c'est clair. C'est les musulmans, les Arabes et les Noirs. En gros, je vous fais le résumé. Oui, bien sûr. Il faut arrêter cette langue de bois. On n'a qu'un seul sujet, c'est ça. Et je crois que la leçon des régionales, moi, je vous le dis, je suis pas convaincu qu'il n'y aura pas une très forte abstention à la présidentielle. Il faut arrêter à un moment donné de jouer avec le feu. Il faut enfin avoir des candidats qui ont de vrais programmes, de vraies propositions sur les vrais sujets qui concernent notre société. Il n'a pas tort, Karim. On n'est pas sorti du Covid. On n'est pas sorti. On n'est pas sorti du Covid. Le sujet identitaire est un sujet qui a été totalement et complètement, à mon sens, construit, fabriqué comme un marketing politique pour avoir quelque chose à dire ou à défendre. Et c'est ce qui est insupportable. C'est la force du RN. La laïcité, elle existe depuis plus d'un siècle. On sait ce que c'est, on la connaît, on est allé à l'école, et c'était totalement moins revendicatif qu'aujourd'hui. Farid, pourquoi c'est pas vrai? Attends, je vais terminer. Et je vais vous dire une chose. Il y a des gens aujourd'hui qui sortent, qui prennent de la défense de certaines communautés, de certaines religions, non pas parce qu'ils sont plus ou moins pratiquants ou autre chose, c'est pas ça. C'est parce qu'à un moment donné, ils en ont marre, ils en ont assez, et je trouve que la meilleure réponse en France à toute cette mascarade identitaire, c'est l'abstention. Alors, Farid Tamsamani nous dira dans un instant pourquoi il n'est pas d'accord par rapport à ce qui vient d'être dit par Karim Alouache. On va parler un peu de football, ça fait du bien après l'élimination de l'équipe de France lundi dernier. On parlera de football et de football algérien, mon Farid. Avec l'auteur du livre One, Two, Three, Viva l'Algérie. On va revenir, je sais pas si tu t'en souviens, en 2009, Farid. Je suis désolé, mais bon. 2009, c'était cette tension de fou entre l'Égypte et l'Algérie, tu te souviens? Ah oui, malheureusement, je me souviens parce que j'étais à Londres. Et ben lui, il était l'auteur de ce livre, il était à au Caire, puis à Khartoum, et il en a fait un livre qui s'appelle One, Two, Three, Vive l'Algérie. Il sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous, vous êtes bien à l'écoute de France Maghreb 2, et vous avez raison d'y être avec le grand forum, bien sûr. Et dans un instant, on est de retour, et Farid nous dira pourquoi il n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être dit par Karim Alouache avec Tarek Patrick. France Maghreb 2, France Maghreb
Ça s'appelle le LGF, l'original, l'authentique. Oui, l'authentique, on peut le dire. Méfiez-vous des imitations, c'est tous les jours et en direct sur France Maghreb 2, du lundi au vendredi, de 16h à 18h. Et il y a même une séance de rattrapage le samedi, 18h-20h, pour les meilleurs moments de cette émission. Quoi ? Pourquoi il n'y a pas d'LGF le samedi et le dimanche ? Parce qu'il faut bien s'en poser. Ben non, parce que c'est Shabbat. Ah oui. Et le dimanche matin, on va à l'église. C'est ça. Mais comme vendredi, on ne va pas à la mosquée, donc on fait l'LGF quand même. On va parler pour vous. Oui, Farid Tamsamani, Karim Alouache et Tarek Mami dans un instant. On va parler de foot. On va parler de foot. On est en juillet, donc on peut... Hein, oui, c'est vrai. Alors Farid, tu as écouté Karim Alouache tout à l'heure faire ses commentaires par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron. Et tu n'étais pas d'accord? Non, je n'étais pas d'accord sur plusieurs éléments. Sur le fait que, pour lui, c'est un objet purement, un marketing. Le terme utilisé que tu as utilisé, c'est que c'était une chimère ou une invention purement marketing, notamment par l'extrême droite ou la droite identitaire. C'est globalement ça. Ah non, j'ai pas parlé de la droite identitaire, de l'extrême droite, puisque ceux qui en parlent le mieux, ce sont des gens qui se prétendent être tous sauf extrême droite. Non, tu disais qu'en fait, c'était une... Non, ce que je disais, c'est que les gens en ont marre que l'on parle systématiquement de communauté, d'identité, de religion. C'est qui les gens? C'est les électeurs qui ne se sont pas déplacés. C'est là-dessus que je suis pas d'accord. Les 74% des électeurs qui ont préféré s'abstenir. Sur l'abstention, oui. Ce que je disais aussi, c'est que on n'a que ce sujet en période électorale. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que c'est pas uniquement en période électorale. Et je sais plus qui. Je crois que c'est Jacques Chirac qui disait c'est pas parce qu'on casse le thermomètre que la fièvre s'en va. Enfin, c'est pas Jacques Chirac, mais en tout cas Jacques Chirac l'avait repris exactement. En réalité, on est à la croisée des chemins. Il vous a pas échappé que si Karim, enfin j'espère qu'il ne me contredira pas, mais entre notre jeunesse à nous et la jeunesse d'aujourd'hui, les sujets sont pas exactement les mêmes. Et cette notion, notamment de la lutte contre les discriminations et particulièrement ce qu'on appelle de la racialisation de la société, qui n'existait pas quand moi j'étais quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, on est clairement dedans. Et le reste de la population française, c'est pour ça que je suis pas d'accord, c'est que c'est pas un sujet uniquement électoraliste. C'est une véritable préoccupation des Français. On peut ne pas être d'accord parce qu'on estime que la réponse qu'on veut y apporter n'est pas forcément la bonne et donc on préfère pas entendre la réalité. Mais moi, je peux vous garantir une chose, c'est que sur l'ensemble du territoire français, c'est un véritable sujet. Et il s'explique pour une raison très simple. Il s'explique parfois, effectivement, par l'exploitation politique que certains en font. Je suis complètement d'accord. Mais il y a juste une chose... Oui, pardon. Non, mais continue parce que moi, je vais juste rajouter l'explication de l'explication. Et il y a un élément factuel qu'il faut aussi comprendre. C'est notamment la résurgence du fait religieux dans fin des années 90, début 2000, qui aujourd'hui a pour conséquence, puisque on parlait tout à l'heure d'universalisme et du président Macron. La réalité, et là je suis complètement d'accord avec toi Christophe, il a sa part de responsabilité, c'est que la promesse républicaine, elle n'a pas été tenue. D'où effectivement cette notion de racialisme. Des gens aujourd'hui se considèrent pas comme des Français, contrairement à ce que l'on pense, mais se considèrent d'abord comme étant noirs ou d'origine ceci ou cela ou musulmans parfois. Donc du coup, il y a un véritable sujet. Et moi, on peut faire semblant qu'il n'existe pas ce sujet-là. On peut faire semblant que en fait c'est pas très important. On peut faire semblant que c'est uniquement pendant les périodes électorales. Mais moi, je peux vous garantir une chose. Plus on fait ça, plus il sera remis sur le sujet. Et tant qu'on n'aura pas de manière pédagogique expliqué les choses. Et enfin, je termine juste une chose sur la laïcité. La laïcité, encore une fois, c'est pas il y a un siècle. La laïcité, contrairement à ce que les gens pensent, la laïcité, c'est le fondement même de la République. C'est avant même la République. Donc c'est très loin. Et effectivement, nous avons été induits en erreur sur cette notion de la laïcité par la gauche dans les années 80, notamment Mitterrand, qui a inventé une notion que moi j'appelle du racisme pur et simple, qui s'appelle l'intégration. Le problème, c'est que les conséquences de ça, c'est pas dans les années 80, c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous avez des générations qui vous disent mais je comprends pas ce que vous dites, moi je ne vois pas ça comme ça. Je sais pas si tu vas l'aborder Christophe, le sujet notamment de cette fameuse, de cet assesseur malheureusement qui a été humilié. On l'a reçu hier. Que vous avez reçu hier, je ne sais pas si on en reparle ou pas. Si, on va en reparler forcément, parce qu'on va parler de cette droite qui veut dévoiler. Est-ce que c'est le président Mitterrand qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il soit de gauche ou de droite, qui a dit... droite au départ. Non mais, j'ai fait exprès. Est-ce que c'est lui qui a dit, quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, c'est lui?
Non, c'est pas lui. Bon, ok. Non, ça va aussi. Non, ça va pas. Mais il le pensait. Enfin, c'est pire que ça en privé. Non, mais attendez, non, moi je parle au public, je parle pas du privé. Je continue. C'est lui qui a dit, quand vous voyez quelqu'un qui travaille à la mairie de Paris, qui gagne 4 000 € par mois, qui... Vous savez la grande différence, cher Farid, entre hier et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est deux choses qui sont en parallèle. Un, l'apparition de ce qu'on appelle à tort les télévisions d'information continue, qui sont en réalité des télévisions d'opinion continue. Et la deuxième... Je suis pas d'accord. Ah bah, si vous pouvez, moi c'est mon métier. Mais si on était d'accord... Tu dis un truc, je suis pas d'accord. Voilà. Non, pas du tout. Je respecte. Non, mais je respecte l'argument. Moi, je me suis tué pendant 10 minutes pour ne pas dire je suis pas d'accord. Bon. Je n'ai pas placé, je suis pas d'accord. Bon, mais c'est votre droit, hein, c'est la liberté d'expression. Je retire ce que j'ai dit. Voilà. La deuxième, il est d'accord maintenant. Voilà. D'accord. Non, la deuxième. Non, c'est pas ça. Je respecte le boss de la radio. Non, il est pas boss. Il est pas boss là. Quand je suis devant le micro, je suis pas le boss. Voilà, il est au même titre que toi, mon frère. Voilà. Non, je suis pas d'accord, là non plus. Et la deuxième On chose. peut faire semblant encore une fois, mais la réalité elle est autre. Et la deuxième chose, c'est terminé. la redondance de réseaux sociaux qui fait qu'elle fait. Non mais attendez. Je vous ai pas coupé 10 minutes. J'ai droit à 3 ? J'ai pas dit 10, j'ai pas non, mais je peux prendre 3 minutes face aux 10 minutes. Vous êtes chez vous. Allez-y, Tarek. Et donc, c'est cette redondance qui fait qu'un fait divers qui se passe dans un petit coin à Paris 18e, pour faire simple, il devient le sujet du jour. Ce matin, et je voulais le dire, Christophe, et je le dis sincèrement, ça fait pratiquement une semaine que par des activités professionnelles, je n'ai pas ouvert mes télévisions en dehors des matchs de foot qui pour moi est comme pour beaucoup un moment de respiration. Ce matin, à 9h du matin, je mets donc la première chaîne d'information de ce pays. Au bout de 3 minutes, je me sens mal à l'aise. BFM. J'éteins, je travaille pendant 1 heure. Ils ont changé. Non mais... Attendez, je travaille pendant 1h30, je dis j'ai une émission ce soir, je vais voir de quoi parle l'actualité. Christophe va te parler. J'ouvre CNews, ça a duré 1 minute 30. J'ai failli vomir, j'ai éteint. Et je dis, je sais pas ce qui se passe dans mon corps physique aujourd'hui, ce truc ne passe plus. Et imaginez donc ceux qui n'ont pas cette situation professionnelle, qui ne regardent que ça dans un café, dans un truc. Et moi je suis surpris d'une chose, le dimanche soir. C'est que pour moi, les Français allaient voter à 50% pour le Front National au vu du battage médiatique depuis 5 ans. C'est terminé. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Et puis, quand j'ai vu qu'ils descendent à 25, à 15, j'ai dit ce peuple est un peuple merveilleux parce que soit par la non-participation, soit par la non-participation, soit par la conscience, ils nous donnent pas 50%. Alors, on en parlera tout à l'heure, les amis. Je donne les deux paramètres. On en parlera avec le sujet suivant. Ils n'ont pas voté ou ils ont voté consciemment. Tu pourras me donner la parole après pour que les auditeurs puissent comprendre. Moi aussi, je voudrais dire. Oui, attendez, calmez-vous, on a un invité. On en parlera de toute façon tout à l'heure. Il va parler de foot, donc ça va soulager. Voilà, on va parler de foot et on parlera tout à l'heure de toute façon de cette droite. Moi qui m'inquiète un peu, hein, je vous le dis honnêtement, clairement, on en parlera tout à l'heure, puisqu'elle est au cœur quand même de toutes les polémiques du moment, hein, sur la fille à ses sœurs qui est vraiment jetée en pleuris sur tous les plateaux. C'est parti d'une élue, justement, d'une députée LR. C'est parti aussi de François Pupponi qui veut interdire et faire interdire les femmes portant le foulard dans les bureaux de vote. C'était vraiment rocambolesque ce qui s'est passé quand même à Vitry dimanche Monsieur Pupponi, qui est l'homme que vous pouvez baptiser à partir d'aujourd'hui. Oui. Ce que je dis à l'Assemblée nationale, je ne le dis pas dans mon quartier. C'est ça. Ce que je fais dans l'Assemblée générale. Il y a un bel article qui est sorti dans Mediapart, d'ailleurs. Dans mon quartier, je vais dans la mosquée, je vais dans la synagogue, je leur dis, je vous mets à disposition les gymnases, je suis à votre disposition. Et quand je passe à la télé, je dis, on ne peut pas accepter le communautarisme, l'islamo-gauchisme et tous les ismes dans lesquels il y a toujours forcément le mot islam. Voilà. Alors, on va recevoir maintenant l'auteur du livre One, Two, Three, Vive l'Algérie. Et ça tombe bien, vous savez que l'Algérie, quand même, aujourd'hui détient le record d'invincibilité en Afrique. Il est tellement heureux qu'il n'arrive pas à dire voilà, c'est ça. Gilax, auteur du livre One, Two, Three, Vive l'Algérie. Ça va, Gilax ? Salut Christophe, salut l'équipe. Bonjour et bienvenue, mon Gilax. Alors, un livre sur lequel on revient sur la période 2009. Ça rappelle évidemment de souvenirs étranges, on va dire, pas bons mais pas forcément mauvais non plus, aux supporters algériens. C'était une tension extrême entre l'Égypte et l'Algérie. Je crois d'ailleurs en lisant ton livre qu'on comprend très vite qu'on est bien au-delà du foot, mais que c'est politique, voilà, on sent une tension extrême que vous avez vécue puisque vous êtes parti avec votre copain qui est ici présent d'ailleurs, qu'on salue, Belkacem, votre compagnon de route,
au Caire. Belkacem en Algérie, c'est dit Belka. Belka, voilà, c'est ça, Belka. Alors, Gilax, pourquoi avoir attendu autant de temps pour faire un livre sur une période qui remonte quand même à plus de 11 ans maintenant, voire 12 ans? Pourquoi pour moi, c'était pas une période facile, parce qu'après revenir du Soudan, déjà, il fallait trouver un travail, je me suis marié, j'étais à Paris, métro, boulot, dodo, donc c'était pas forcément facile de l'écrire, mais j'avais déjà l'idée de l'écrire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'avoir écrit après? C'est à force de raconter l'histoire aux gens, en fait, de les voir avec des yeux écarquillés. À chaque fois que je parlais des histoires, ils voulaient toujours en savoir plus, et je me suis dit, il faut faire un livre. C'est 234 pages. Hein. Ouais. Il y avait tellement de choses à dire. J'aime bien la dernière. C'est moi qui la commente. Hein. Ah, mais c'est ça. Et puis après, il y a eu un signal direct aussi. J'étais au Sri Lanka en 2019 et il y a eu des attentats là-bas. Oui, tu y étais. Il y a eu notre hôtel qui a été touché, mais nous, on était partis depuis quelques jours. Et je me suis dit, si on y était passé, j'ai oublié de faire des choses dans ma vie. Et j'ai pensé au livre, en fait. Je me suis dit, ce livre doit être écrit. Alors, ce livre devait être écrit, au regard de la lecture, je dois dire que le livre est facile à lire, ça se lit tranquillement, voilà. Alors, il y a un petit reproche que je pourrais te faire, Gilax. Voilà, c'est que des fois, on s'y perd un peu, il y a trop de détails, parfois. Voilà, c'est-à-dire trop détaillé. Des détails dans quoi? Des détails, par exemple, au séjour au Caire. Il y a peut-être des détails que tu aurais pu nous épargner. Voilà, c'est intéressant à lire, tu vois. Mais pour moi, en tout cas, à mon sens, et c'est ma petite critique que j'apporte au livre, c'est que pour moi, il y a trop de détails. Et parfois, de donner trop de détails, des fois, un peu, on s'y perd. Et j'ai eu quelques moments d'inattention, si tu veux, par rapport à... Ça, c'est toi qui le dis. Voilà, c'est moi qui le dis. Bien sûr, c'est moi qui le dis. Mais en tout cas, j'ai l'impression, après avoir lu ce livre, que finalement, ce livre, c'est une thérapie pour toi. Ouais, exactement. Et puis c'est aussi pour regrouper tous les souvenirs que j'avais. J'ai peur en fait de les oublier un jour dans ma vie. Et il fallait que tu les mettes sur papier. Il fallait les noter, ouais. Alors, le séjour au Caire, tout se passe bien, c'est magnifique. Les Égyptiens sont merveilleux. Tu découvres plein de choses. Tu veux aller absolument visiter les pyramides. Voilà. Et puis alors tout bascule avec ce jour-là où les joueurs ont été caillassés. Le bus des joueurs a été caillassé. Exactement. Enfin, c'était comme tu dis, c'est pas des pierres, c'est des rochers qu'ils ont reçus. Ouais, et là, il y a eu des blessés côté joueurs, 5 joueurs, je crois, qui ont été blessés. En fait, il y a eu une ambiance avant et après caillassage. Voilà. Avant, franchement, et là, tout a basculé. C'était super. C'était un voyage incroyable. On a fait des rencontres, mais dingue. Il faut lire le livre pour le voir. Des personnages, c'était fou. Et puis après, il y a eu le caillassage des bus. Les Égyptiens, ils ont complètement changé. Mais tous dans la rue, c'est comme si c'était prémédité. Ouais. C'était incroyable. Et derrière... et tu as cette phrase terrible d'ailleurs dans le livre où tu dis tous les moments positifs passés en Égypte ont volé en éclats finalement. Complètement. Et j'étais pas le seul à le penser. Tous les Algériens présents l'ont pensé. En fait, tous les bons souvenirs qu'on avait, que ce soit les visites, les gens, on a tout oublié après le caillassage des bus. Mais pire que le caillassage des bus, c'est notre caillassage après le match. Ouais, c'est ça. C'était encore pire que le caillassage des joueurs. Est-ce que tu as des nouvelles de Suzanne ? Suzanne, on l'a jamais retrouvée, on l'a perdue. Mais Suzanne était une... Alors, qui était Suzanne, Gilax ? En fait, c'est une femme qu'on a rencontrée dans l'hôtel, une vieille dame très râleuse, très, très française. Ouais. En fait, nous, elle était très débrouillarde. On l'a rencontrée donc dans l'hôtel, et puis après, on l'a revue au Caire, et puis après, elle s'est attachée à nous. Elle est venue au match. Elle était à fond dedans, en fait. Ouais. Elle criait 1, 2, 3, vive l'Algérie. C'était incroyable. Incroyable. Donc Suzanne, effectivement, à lire aussi, vous allez découvrir un petit peu qui est Suzanne, et qui vous a d'ailleurs suivi jusqu'au match. D'ailleurs, elle était au stade. Jusqu'au match. Ouais, elle était au stade. Match. Et puis je pense que c'était la plus. Alors, ça a été dur d'avoir les billets. Hein. C'est un peu le même parcours dans les consulats algériens, c'est ça ? C'était même pire. En fait, avant de venir, on ne savait pas où avoir les billets et tout le monde s'est dit on va aller à l'ambassade. On est arrivé à l'ambassade, c'est la première fois où on voyait les Algériens, où on les voyait en masse. En fait, on était 3000, je crois, à l'époque, et on s'est tous rencontrés là. Et on a attendu, on a patienté. Il y a des choses qui se passaient dans l'ambassade. C'était un bistrot géant. Et tout le monde choisissait ses discussions. C'était une ambiance incroyable. Et puis, on a même fait des manifestations. Pour avoir les billets, en fait, on a l'impression qu'on se foutait de notre gueule et on faisait des manifestations devant, on criait les billets, les billets, les billets. Les gens, ils étaient fous. Ouais. Alors, effectivement, donc il y a ce match que vous perdez en Égypte. Tout à fait. Ouais. En fait, le match, il fallait pas perdre plus de 2-0.
Et si jamais l'Égypte gagnait 2-0, on arrivait à une égalité parfaite et il fallait jouer un match d'appui. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. L'Égypte a gagné 2-0. 2-0. Et là ça a été dur, là. C'était très très dur, surtout à la fin du match. Ouais. Parce que quand le match il est fini, nous on est resté bloqués 2 heures dans le stade, le temps que les Égyptiens se regroupent devant le stade, comme si c'était organisé. On était comme des migrants en fait. On était comme des migrants à la frontière américaine. Et les gens ils criaient, par exemple Belka qui est avec moi là, il est passé au-dessus de la barrière. Il est passé au-dessus de la barrière, des gens passaient au-dessus de la barrière, elles ont failli se ramasser. Tu avais l'armée égyptienne derrière qui disait « Je tire sur ceux qui passent ». Lui, il a réussi à passer, moi je ne suis pas passé. Ouais. Alors, il y a effectivement cette défaite de l'équipe d'Égypte, et c'est vrai qu'on est bien au-delà du foot, parce que là, il y a une espèce de pont aérien qui s'est organisé à l'initiative pour aller au Soudan. Pour le match. Alors l'Algérie, on va dire que l'Algérie aurait voulu que ça se passe en Tunisie parce que c'était plus facile pour les supporters algériens de pouvoir s'y rendre. Et finalement, c'est le Soudan qui a été choisi. Alors on pensait au départ que le Soudan allait être favorable à l'Égypte, et puis finalement, il a été tout à fait autrement. Mieux que ça, c'est l'Égypte qui a choisi le Soudan en fait. Ouais. Et ça s'est retourné contre eux. C'est ça. Ça s'est retourné contre eux. Ouais. Mais alors, dans le livre, ce qui est extraordinaire, Tarek, c'est qu'une fois arrivé au Soudan, effectivement, alors vous dormez par terre, enfin les conditions d'accueil, c'est pas top, quoi. Et puis, alors, je ne sais pas pour quelle raison, parce que si vous allez le savoir en lisant le livre, tu te retrouves dans une prison à Khartoum. Ouais, exactement. En garde à vue. Le match, en fait, on s'est après t'être fait on s'est dit, littéralement. En fait, on s'est dit tout est fini, puis il y a un Algérien qui s'est fait agresser, mais en fait, on est passé d'un statut de touriste en Égypte à un statut de hooligan. Ouais, c'est ça. S'il y avait un Algérien qui se faisait agresser, nous, on devait y aller le défendre. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait avec nous Nasser. Nasser, il a 47 ans. Il a 2 enfants. Il est venu, il était en train de jeter des pierres. Comment expliquer ça? Mais même Christophe, si tu serais là, tu aurais fait pareil. Je me serais pareil, moi. On était dans un état où tout le monde, on était devenus des hooligans. Ouais. Et du coup, on a... Et d'ailleurs, tu as interprété ça en disant, on est un peu responsable de ce qui nous arrive, non? Ouais, on est responsable parce qu'on est arrivé dans un pays qui a accueilli ce match à couteau tiré. Et on ne les a pas respectés, en gros. Ouais, c'est ce qu'ils vous ont dit, d'ailleurs. Ils vous l'ont fait savoir. Ah moi, je me suis fait matraquer par les militaires. Ouais. Alors le match à Khartoum, c'est pas la même ambiance. Antar, magnifique. Ah mais but c'était franchement c'est irréel. Mais comment expliquer, Tarek, Mami, vous qui avez suivi aussi cette période, on s'en souvient d'ailleurs, je me rappelle être à la radio où il fallait un peu calmer les esprits parce que les auditeurs étaient tous remontés et ça insultait beaucoup, il fallait tempérer, calmer les gens. Oui. C'était vraiment, on avait dépassé le stade du foot là pour le coup. Alors côté radio en fait, fallait être pour l'Algérie, sinon on était à traître. Ouais. Qu'on soit algérien ou pas. Hein. Ouais. Si vous êtes algérien, il faut être pro-Algérie à 100%. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes aussi obligé ici à la radio d'être pro-algérien. Si vous êtes tunisien par extraordinaire, ou soudanais, voire égyptien, machin truc. Et donc il a fallu réexpliquer que c'est un match de foot, et que nous, on expliquait. Et là, on a découvert, j'allais dire la face cachée du match de Soudan, comment des Algériens ont été mis plus ou moins contre leur gré dans des avions militaires algériens pour aller soutenir l'Algérie. Et donc, on n'a pas voulu allumer le feu, mais on a expliqué quand même c'est un match de foot. Ouais. Et ce match de foot... Mais c'est vrai que les images étaient quand même terribles. Non, c'était plus un match de foot. C'était plus un match de foot, là. Moi, la chose qui m'a le plus chagriné, c'est pas le bus, c'est pas vous. C'est le fait que les Égyptiens choisissent de faire un mariage dans l'hôtel la veille du match où l'équipe d'Algérie doit dormir. Et donc, quand on fait ce genre de choses, c'est de la décision politique, on n'est plus dans le match. Et les 2 fils du président à l'époque, dont un était président de la fédération, qui sillonnait la ville pour donner l'ordre d'aller gagner le match, quel que soit le prix, parce que pour le président à l'époque, c'était une question de victoire politique pour la suite des événements, pour que le fils devienne président. Donc ça dépasse tout ce que vous dites. Oui, et puis un auditeur me rappelle, cher Christophe, il m'a dit, Suzanne, c'est aussi la femme du président Moubarak. C'était peut-être un signe. Mais après, c'était politique aussi côté algérien. Là, je reste objectif parce que les 40 ans... Ça, je ne voulais pas l'ouvrir parce que je vous laisse le faire. Sinon, on a sorti des gens de prison. Alors pourquoi c'était politique côté algérien? Parce qu'on sortait des gens qui étaient en prison, comme par hasard la veille, le jour, à qui n'avait pas un centime, qu'on a mis dans les avions. Et en fait, on a envoyé, je dirais pas cassé au Soudan, on a envoyé les plus virulents
pour qu'il impose aux spectateurs algériens de base comment il faut se comporter et comment il faut soutenir l'équipe. Tu l'as vu ça, Gilax? Ouais, parce que on a envoyé donc des espèces de haraga pour un jour pour le match pour que l'Algérie gagne. En fait, au Caire, c'était des gens normaux, c'était des touristes, des banquiers, des avocats. On est arrivé au Soudan. Par contre, c'était des guerriers. C'était pour l'environnement. C'était une zone militaire. Ils nous ont dit c'est bien, allez-y, tout est gratuit, vous mangez. Moi, j'ai été une nuit, j'ai dit non, je reste pas là, c'est pas possible. Ouais. Donc c'était 2 présidents en position de faiblesse, politiquement analysés, en Égypte et en Algérie, et chacun devait justifier à son propre peuple, s'il croit au peuple, qu'il est le meilleur et qu'il faut qu'il reste encore au pouvoir. Et l'équipe d'Algérie se trouve piégée parce qu'elle doit jouer pour le foot, gagner son match pour continuer, pour aller à la Coupe du Monde, et se retrouver à subir les invectives, en quelque sorte, politiques de 2 présidents. C'était affreux pour l'histoire de l'Algérie. J'ai une question à poser. Comment vous expliquez, Gilax, voire même Tarek aussi, et puis Karim et Farid, et Belkacem, comment vous expliquez... j'ai une belle passion pour l'équipe d'Algérie, et pourtant vous n'êtes pas les derniers à critiquer votre pays, l'Algérie. Ça, moi, je peux répondre. Peut-être passion pour qui pour l'équipe d'Algérie. C'est-à-dire que les supporters algériens, c'est quand même des supporters à part, il faut le dire. Moi, je peux répondre. Dans Gilax et Belkacem ne connaissent pas l'histoire de notre radio. Mais moi, j'ai créé cette radio avec un ami algérien qui s'appelle Brahim Hasmaï. D'ailleurs, le portrait, il est là. Et Brahim Hasmaï disait... Personne n'a le droit de critiquer l'Algérie. Sinon, je lui rentre dedans. Par contre, moi, j'ai détruit l'Algérie. Personne n'a rien à me dire. Et donc, c'est une espèce de mentalité schizophrène, en quelque sorte. L'Algérien a le droit de critiquer, mais pas les autres. Et les seules fois où j'ai vu mon père en colère, c'est après des matchs de l'Algérie. Vraiment. Surtout contre le Maroc, d'ailleurs. On y vient. C'est bizarre. Non, mais comment t'expliques ça? Là, tu fais référence au match à Marrakech, peut-être. Oui, voilà. Non, moi, je fais référence au match de la CAN 2004. Quart de finale, l'Algérie, elle gagnait 1-0 jusqu'à la 89e. Et le Maroc a marqué à la dernière minute. Il y a eu prolongation, ils ont gagné 3-1. C'était en Tunisie. En Tunisie. Incroyable. Oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. J'habitais dans un quartier populaire. Et il y avait beaucoup d'Algériens et beaucoup de Marocains qui se sont battus. Je trouvais ça lamentable. Exactement. Moi, je me rappelle, j'étais dans le stade ce jour-là, puisque la radio a vous couvert cette partie-là. Tu dis que c'est lamentable, mais nous, quand on était jeunes, on aimait ça. C'était notre passion. Ouais. Et Christophe, moi, si je peux répondre un peu à ta question, moi, je pense que le peuple algérien est un vrai peuple de football. Tout simplement, et que c'est une véritable passion dans ce pays, le football. Donc du coup, là, ça prend tout de suite une dimension extraordinaire. Exactement. Et il faut pas oublier, alors si on le ramène d'un point de vue purement, sans faire de la sociologie politique gratuite, mais comme c'est un peuple relativement jeune, d'une certaine manière, cette fraternité autour du football, autour du drapeau notamment, en fait, ça en fait tout de suite des choses, on va dire, exacerbées. Mais pour revenir avec ces incidents, en réalité, parce qu'il faut appeler ça quand même des incidents regrettables, parce que ça reste que du football, et en plus, j'ose même pas dire, avec une nation arabe, une nation musulmane, etc. Donc, si on rajoute tout ça, en fait, c'est un peu quand même triste. Mais le choix du Soudan, comme tu l'as dit, Christophe, en fait, qui était un choix de la fédération africaine, sur proposition égyptienne. Et en fait, moi, je pense qu'en fait, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils pensaient que le Soudan, en fait, allait pouvoir aller soutenir. Or, ceux qui connaissent un peu les relations entre l'Égypte et le Soudan, en fait, c'était évident que les Soudanais allaient supporter n'importe qui, sauf l'Égypte. J'ai une anecdote sur ça. Vas-y, Gilles. C'est que c'était ou la Tunisie ou le Soudan. La Tunisie, c'est ce qu'aurait voulu l'Algérie. Et la Tunisie, là, c'était un accès frontalier terrestre. Oui, voilà. Mais par contre, la Tunisie, le stade serait divisé en deux, parce qu'il y a des Tunisiens qui soutiendraient plutôt l'Égypte par la culture, la musique, mais c'est la question de la quantité de personnes. C'est pour ça que le président Bouteflika a fait le pont aérien pour compenser le nombre de personnes qui auraient été en voiture, on les envoyait par avion. Tu disais, les sports de masse, le football, c'est très politique. Quels que soient les pays, d'ailleurs, quels que soient les pays. Quand l'équipe de France en 98 gagne la Coupe du Monde... Tous les Arabes et les Noirs étaient beaux. Non, mais parce que d'ailleurs, tout le monde dit que c'était la vraie Coupe du Monde. Celle de Russie a un goût différent.
la cote de popularité du président, tout explose à ce moment-là. Et quel que soit le pays, gagner une Coupe du Monde, ça a un effet politique. Alors, local. tu vas nous raconter une petite anecdote, Gilax, dans un instant. Hein. Je rappelle que tu es l'auteur du livre qui est sorti, qu'on peut se procurer. Ouais. Voilà. Ça s'appelle One, Two, Three, Vive l'Algérie. C'est la règle. Je suis auto-édité et c'est vendable seulement sur Amazon au prix de 7 €. Oh ouais, donc c'est cadeau. Donc il est sur les plateformes. C'est cadeau. Ouais. 7 €. J'invite, Christophe, si je peux me permettre, naturellement à le commander sur les plateformes et surtout à laisser un commentaire sur les plateformes parce que c'est ce qui fait que les autres librairies et les autres plateformes s'y intéressent. Merci Farid. Merci. Allez, dans un instant, juste après la pub, la petite anecdote de Gilax, bien entendu. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 et on parle de ce livre One, Two, Three, Vive à l'Algérie, bien entendu. L'Algérie qui, vous le savez, a le record d'un... Eh ben, t'es à l'avance aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Karim Alouache, Farid Temsamani et Tarek Mami. Karim, on est à l'antenne, merci. Et Gilax, auteur du livre One, Two, Three, Vive l'Algérie, qui est avec nous aujourd'hui, que vous pouvez vous acheter pour la modique somme de 7 €, voilà, chez Amazon par exemple. Et comme vous l'a préconisé Farid, vous mettez le petit commentaire qui va bien, pour évidemment encourager d'abord le travail de Gilax, et puis pour permettre peut-être aussi l'étendue de ce livre. Alors, petite anecdote que tu souhaitais nous raconter qui s'est déroulée à Khartoum, Gilax. Ah ouais, non, c'était juste pour revenir au Soudan et ce qu'ils étaient avec l'Égypte ou l'Algérie. Moi, je leur ai demandé, ça m'a étonné de voir tous les Soudanais qui étaient avec l'Algérie. J'avais demandé à un monsieur, pourquoi vous êtes avec l'Algérie ? Il m'a dit, vous avez juste à regarder les feuilletons égyptiens pour voir comment on est ridiculisé par les Égyptiens. Ouais, c'est vrai. En gros, ils ont les petits rôles. Ouais. Le cinéma. Mais c'était juste une anecdote parmi tant d'autres parce que ça prouvait la chose en fait. Alors, Gilax, tu souhaitais nous lire un petit extrait pour finir. Donc, on rappelle donc le livre One, Two, Three, Vive à l'Algérie. Voilà, ça part et revient sur tout ce qui s'est passé, les événements, les incidents, et puis le parcours de quelqu'un qui voulait partir rêver, voyager. Rêver aussi avec son équipe de cœur, l'Algérie, et finalement vous allez voir que c'est pas vraiment passé comme ça devait se passer, pour le coup. Alors un petit extrait, Gilax, vas-y. Ouais, tout à fait. Alors je vais lire un petit extrait du chapitre 5, l'ambassade. Et en fait, c'est quand on était à l'ambassade d'Algérie au Caire et on attendait en fait pour avoir les billets du premier match Algérie-Égypte. Donc c'est parti. Je regarde autour de moi ce qui se passe et il semblerait que nous soyons au moins 1 millier de personnes dorénavant. Puis, une situation stupéfiante s'instaure, des centaines de groupes se forment et des débats ou dialogues s'initient. D'habitude, je suis de nature réservée, mais ce matin, ce n'est pas le cas. Ce n'est en fait le cas pour personne. Je me mets à chercher les échanges qui pourraient m'intéresser, ce qui ne tarde pas. Moi, j'ai 75 ans. Je supporte cette équipe depuis l'indépendance en 1962. Un attroupement se forme autour de ce Chibani et les questions commencent à fuser. « Ya Hajj, c'est pas sérieux, ça risque d'être dangereux pour toi. »« Les Égyptiens ne me font pas peur, j'ai fait la guerre d'Algérie, moi, tu l'as faite, toi ?» Les vingtaines de personnes autour de lui, dont moi, applaudissent et le monsieur qui est habillé en costard-cravate sort une canne télescopique. « Alors, tu veux te battre ?» Et les acclamations reprennent de plus belle. Je tourne la tête et à une dizaine de mètres, un type est porté sur les épaules par un autre, avec une ovation qui concurrence la nôtre. Je fonce vers cette foule. « Allahu Akbar, Allahu Akbar !» Mais que se passe-t-il ici? Je n'en ai toujours aucune idée, je décide de demander à mon voisin. Ce mec est venu d'Alger à pied. Il est parti en août et a achevé sa course il y a 1 semaine. J'arrive à peine à y croire tellement c'est fou, 3300 km en marchant. Je dis cela avant de voir son visage assez creusé qui me fait penser au candidat de l'émission Koh-Lanta, après les 40 jours. En plus de ça, il a un bandana. C'était donc vrai. Je décide de faire la queue parmi les gens pour pouvoir prendre un selfie avec lui. Mon agenda est complètement chargé ce matin. D'autres acclamations se font entendre un peu plus loin. Là, une ronde se forme. Un individu plutôt bronzé avec des lunettes qui lui donne un air intello commence à se placer au centre du cercle. Et à partir de ce moment, c'est le silence. Il se met à commenter une partie de foot. Nous arrivons à la fin de la rencontre et le score est toujours de 0-0 entre l'Algérie et les Pharaons. Je reconnais cette voix si singulière. Le bougre imite à merveille le speaker le plus célèbre en Algérie et dans le monde arabe, Hafid Derradji. Nous sommes tous concentrés sur le match. La deuxième mi-temps n'est pas encore terminée. Belhadj récupère le ballon dans sa défense. Les joueurs égyptiens ont laissé de l'espace. Belhadj utilise sa vitesse sur une vingtaine de mètres, puis lance Ziani qui intercepte à une touche pour redonner à Bouguera qui a lâché son arrière-garde. Il passe la sentinelle égyptienne sur les côtés et parvient à centrer sur la tête de Djebour qui marque du front. Quel but incroyable!
Toute la troupe crie comme si le match était réel. Je n'ai jamais vu une telle scène. Puis le slogan des fans reprend. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Voilà. Merci Gilax, absolument à lire, vraiment, c'est vraiment très sympa à lire et voilà, allez-y là, avant de partir en vacances, ça peut être un bon livre à lire sur la plage. Gilax, donc auteur du livre 1, 2, 3, Viva l'Algérie. Est-ce que tu as prévu d'en écrire un autre dans un autre domaine? Ah ouais, j'ai des idées. Bon, il y aura toujours un lien avec l'Algérie sur mes livres, mais j'ai quelques idées. Ouais, quelques idées. Alors pourquoi dernière question, le lien que tu fais avec le Hirak de 2019? En fait, quand je regarde des images des manifestations qu'il y a aujourd'hui, ça me fait penser exactement à nos manifestations pour demander des billets de foot. Et c'était les mêmes chants. Ouais, c'était extraordinaire. C'est ça qui est dingue. Cette équipe est quand même... Enfin, ce peuple est quand même un peuple à part, il faut le dire. Hein, je sais pas, voilà, on est tous étonnés. Enfin, moi, le premier de cette effervescence autour de l'Algérie. Et pourtant, et ça a été bien résumé par la phrase de Brahim Hachmail, Tarek. C'est vraiment un truc à part, quoi. Les Algériens vis-à-vis de l'Algérie, c'est un truc qui peut-être n'arrive pas à se comprendre si on n'est pas algérien nous-mêmes, peut-être, je sais pas. Voilà, je sais pas, ça relève peut-être un peu de la sociologie, il faudrait creuser un petit peu. Mais en tout cas, merci beaucoup Gilax d'être venu. En tout cas, merci à vous. Et j'aime bien la dernière page. Hein. Ouais. Ah t'as vu, j'ai fait une petite dédicace à toi et puis à DJ Nabil, l'entremetteur. Super, qui nous a mis en relation. Et puis je voudrais quand même passer une petite dédicace aux gens qui m'ont aidé. Il y a ma femme qui a corrigé le livre. Elle a eu du boulot. Il y a mes amis. Pardon. Elle a eu du boulot. Ouais, trop de boulot. Ouais. Et puis Belkacem qui met 3 heures à prendre une douche. Belkacem qui était figurant là, dans le livre. Il y a eu Belka. Voilà, et puis les amis qui m'ont aidé, Fafa, il y a eu Sofiane, il y a eu tous les amis qui ont écouté mes histoires et puis qui m'ont donné l'idée de faire le livre. Ouais. Bonne idée. 1, 2, 3, Viva l'Algérie, disponible chez Amazon, ça coûte 7 balles, c'est pas cher. Du coup, il y a un autre projet ou pas, pardon? Moi, je savais pas qu'il y avait des gens comme vous qui étaient allés supporter le match. Ah bah il y en avait plein. Non, ceux qui ont fait l'Égypte et le Soudan, il y en a pas plein, Christophe. Ah bon? Non, mais... moi si. Je fais un appel pour ceux qui ont été, et il y en avait pas beaucoup. On en a connu. Il y a eu Reda avec nous. Il y a eu. Vous voulez fêter les 10 ans mais on n'était pas plus de 10 hein. Ah oui. Moi, c'est la première fois que je croise quelqu'un qui était. Alors, on était plein derrière les écrans de télé. Ah oui. On était plein dans la rue après. Tu sais ce qui s'est passé, nous, quand on est revenus. Je savais pas qu'il y avait des. Nous, j'ai des anecdotes tout ça. Quand on est revenus, en fait, on était en train de manger au resto et on parlait du Soudan et tout. Et il y a un monsieur qui est venu nous voir. Il a dit: vous avez été au Soudan? On a dit oui. Il a dit: je vous paye le resto. Et il m'est arrivé exactement la même chose un mois après à Barcelone. Mais je parlais du Soudan et des gens m'ont dit: quoi, t'as été au Soudan? Si je peux dire un mot sur l'histoire du sport qui rassemble les drapeaux algériens, je pense que dans la communauté algérienne en France, et je parle de la communauté ancienne, et les enfants dont les parents sont arrivés dans les années 50, 60, etc., il y a, on soutient aussi bien l'équipe de France que l'équipe d'Algérie. Il y a une espèce de conflit de loyauté vis-à-vis des parents. Et en fait, qui est très très fort. On pourra évoquer d'autres sujets, par exemple sur le Hirak, etc., où vous verrez que les franco-algériens nés ici et depuis longtemps ici, c'est pas qu'ils se sentent pas concernés, c'est qu'ils se sentent loin de cette rancœur que je trouve un peu violente par moment, même si elle peut être justifiée de vouloir changer. Et c'est comme s'il y avait deux Algéries. Par contre, ce qui réunit tout le monde, ce qui met tout le monde d'accord, c'est vrai, sans aucune discussion, c'est le foot, c'est le sport. Et moi, au travers de l'équipe d'Algérie d'aujourd'hui, j'envoie un message à tous ceux qui se prétendent algériens. Pour moi, l'Algérie appartient à tous ceux qui aiment l'Algérie, quel qu'il soit. Leur nationalité, leur religion, on s'en fiche. Et moi, j'ai vu des gens qui sont français, qui ne sont pas musulmans, et quand ils vous parlent de l'Algérie, ils pleurent. Et ils vous font pleurer. Mais je crois que l'exemple de l'équipe nationale d'Algérie aujourd'hui, où on a mis à contribution l'expérience de joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats au monde, avec une rigueur professionnelle, avec un entraîneur qui évolue en Europe, ah oui, effectivement. Et avec, je dirais, des gens qui jouent pour le drapeau algérien, pour la plupart qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie. Et la seule Algérie qu'ils connaissent, c'est celle de même pas de leurs parents, parce qu'ils sont trop jeunes, de leurs grands-parents. De leur imaginaire collectif. Et de leurs grands-parents. Et ça, je crois qu'un jour, il faudra en faire quelque chose de positif. Parce Alors, il y a deux anecdotes. Il y a, pour conclure, en fait, il y a une Algérie onshore. Et il y a une très très grande Algérie offshore, en fait, qui est l'Algérie des souvenirs. Alors il y a deux anecdotes sur le foot. L'une, c'est d'un grand journaliste marocain qui est énervé parce que c'était une après-midi où il faisait chaud, il travaillait, et dans la rue,
au Maroc, je ne sais pas si c'est à Casablanca ou à Rabat, il y a un bruit terrible dans la rue. Il ouvre, il dit, mais pourquoi vous gueulez Et il y a longtemps, on a gagné. Il dit, on a gagné quoi? On a gagné le match. Il court, il cherche, il n'y a pas de match. Et quelqu'un lui dit, l'Algérie, elle a gagné, nous, on a gagné. Et donc ça dépasse, comme j'ai fait apparaître tout à l'heure, la frontière. Non, mais... Et la deuxième, c'est que l'armée et la police algérienne et marocaine ont fermé les yeux le jour où l'Algérie a gagné un très dernier grand match, où les mecs ont sauté sur la frontière, sur les barrières, où les Algériens ont été du côté du Maroc faire la fête, et les policiers sont venus à 1h du matin, ils disent, bon, les Algériens, vous avez fait la fête, maintenant vous ressautez la barrière des frontières, et ce soir-là, il n'y avait plus de frontières. Et le dernier parallèle qu'on peut faire quand même, si vous vous souvenez, France 98, c'est et 1, et 2, et 3, 0, et là, c'est 1, 2, 3. Donc on retrouve quand même la série de chiffres dans les deux cas. Il y en a un, c'était... Alors, c'est pas lequel qui a été créé le premier. Non, c'est 1, 2, 3. Hein, ça, c'est 1, 2, 3, Viva l'Algérie, il a été créé il y a... Non, mais des siècles, il y a des siècles. Des siècles. Il n'y avait pas d'Algérie, il y a des siècles, mais bon. Avant même qu'il y avait l'Algérie. Je ne vais pas me faire des amis, mais il y a des siècles, il n'y avait pas. Moi, je connaissais pas ton livre. Tu vas l'acheter, Karim. Je ne Karim. savais même pas qu'il y avait des gens en France ou en Suisse, je ne sais pas où tu vivais à l'époque, qui ont fait le voyage pour aller supporter le match là-bas. Mais je vais le commander parce que je vais le lire cet été. Je sais l'histoire. Mais Gilax, pourquoi on a créé ce slogan 1, 2, 3 et pas 1, 2, 3, vive l'Algérie? Pourquoi? Je pense qu'ils ne voulaient pas le faire en français à l'époque. Mais c'était pendant la guerre d'indépendance. Ils disent que c'est parti de. Ils disent que c'est parti de I want to be free. Ouais. C'est ce que les indépendantistes algériens disaient. Ça s'est transformé en 1, 2, 3 dans le sport. I want to be free, c'est Freddie Mercury, ça. Oui, tout à fait. Et c'est parti en gros dans les années 70. Et on en parle d'ailleurs de Freddie Mercury dans le livre. Hein. Voilà. D'ailleurs, petite référence. Et c'est parti dans les années 70 où l'Algérie a commencé avec son équipe à gagner les matchs. Et effectivement, par rejet de la colonisation de la France, on a parti la version 1, 2, 3. Non, mais ce qui est marrant quand même, on en revient toujours au sujet politique, le patriotisme, ce qui a été loupé par la gauche. Hein. Parce que pour répondre à ce qu'a dit tout à l'heure Farid... Quand il y a deux mecs de droite et un mec de gauche, forcément... Non, tu sais, moi j'arrive même plus à me définir, tellement les partis politiques ne ressemblent plus à rien. Mais il y a quand même une réalité. On est d'accord, quand tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec moi, en fait, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, il y a un vrai sujet sur les inégalités, et que la marche des beurs de 83 n'a rien... Il n'y a pas de marche des beurs. La marche de 83... Moi, j'y étais pas, j'étais trop jeune. Comment ça s'appelle? Marche pour l'égalité contre le racisme. Oui, voilà. Alors ici, il n'y a pas de beurre. Mais en réalité... je suis obligé, puisqu'on aborde ce sujet-là, de dire, mais qui a inventé le terme? Qui a inventé le marche des beurs? ce sujet-là, en fait? Monsieur Tariq Fahmy, qui a inventé ce terme raciste de marche des beurs? Le Parti Socialiste, Julien Drey. Non, avant Julien Drey, c'est un journaliste. C'est le rédacteur en chef de Libé qui a titré La marche des beurs à la demande de Julien Drey. Voilà. Bon, merci beaucoup Gilax. En tout cas, le livre s'appelle 1, 2, 3, vive l'Algérie. Donc je peux dire qu'on est d'accord avec Farid. Oui, non, mais j'y étais au premier gala de SOS Racisme, place de la Concorde. Et je peux. Ça arrive bien après. Non, c'est la suite. Oui, tout à fait, quelques mois après. Et je peux même vous dire qui c'est qui a amené la valise plein d'argent à donner à SOS Racisme. Mais ça, oui, on ne dira pas. Merci beaucoup Gilax en tout cas. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Donc auto-édition disponible chez Amazon. Et Gilax, donc l'auteur de ce livre. À très bientôt Gilax, et tu reviendras nous parler de ton prochain livre. Hein. Ouais, exactement. Vous serez les premiers. Merci beaucoup mon Gilax. Rentre bien. Merci beaucoup d'être venu ici à Paris et sur France Maghreb 2. À très vite. Salut. Bon, messieurs, Tariq Fahmy, Farid Tabsamani et Karim Alouaj, je veux dire que c'est difficile de faire une émission avec vous trois. Hein. Tu veux dire que quand il y a Farid, c'est le bordel, c'est ça? Non, pas du tout, mon Farid. Non, pas du tout. C'est tous les trois réunis, c'est le bordel, oui, plutôt. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu... Ça te manquait quand même. Hein. Oui, bien sûr. J'aimerais qu'on parle le vendredi. de cette droite des LR, qui s'est fait remarquer à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, notamment sur un sujet... qui est le voile, le foulard, dont on parle beaucoup, à l'image de cette députée du Doubs, qui s'en est pris à cet assesseur de Vitry, parce que effectivement que nous avons reçu hier, qui était présidente du bureau et ensuite qui s'est retrouvée assesseur à la demande de la préfète du Val-de-Marne. On voit quand même une certaine focalisation autour du voile de cette droite qui veut absolument dévoiler tout le monde. Je me pose quelques questions entre cette frontière qui se mincit
entre la droite dite républicaine, la droite les Républicains, et le Rassemblement National. J'ai l'impression, Tarek Mami, si je me trompe pas, que finalement le RN n'a plus besoin de parler, que les LR parlent pour elle maintenant. En fait, il suffit de revenir, cher Christophe, à l'histoire de France. J'allais dire, dans les années 75, il y avait 2 grands professeurs de sciences politiques, M. Duverger et un autre, et qui expliquaient que dans ces pays, il y a toujours eu 3 droites qui, selon les circonstances et selon la personnalité du chef, se coagulaient ou se casser, et qu'en général, il y a l'extrême droite qui était toujours à l'extérieur, et que lors des crises sociétales, notamment dans la Troisième République, c'est plutôt le centre qui va sur la droite, donc c'est plutôt LR qui va sur le Front National que l'inverse. Donc c'est une vieille histoire française dans le récit national. Aujourd'hui, le drame, c'est que concrètement, les idées du Front National, c'est quoi? Il y a trop de migration. Il y a trop d'islam, il y a trop, mais quelles sont les solutions? Même Estrosi, qui n'est pas un mec ou un élu d'extrême gauche, a dit donc, à Mariani, il a dit à Ciotti, avec lequel maintenant il est en guerre, qu'est-ce que vous proposez en face pour faire avancer le pays? Donc il n'y a rien. Donc vous avez un Front National qui rejette, qui est dans le rejet des autres, et vous avez tous ceux qui n'ont pas d'idée, qui se placent comme cette histoire top crop top, je sais pas quoi, des trucs qui me dépassent. Moi, alors on a parlé des mariages beaucoup cette semaine, des mariages étrangers. Je sais pas si vous avez suivi le top crop, je sais pas quoi là. Oui, non, j'étais pas sur Paris. Non mais en général le top crop, c'est les jeunes filles qui ont le ventre à moitié vide en allant au lycée. Bon, l'avantage c'est que ça ne concerne pas les quartiers populaires. Ouais. Alors on a parlé beaucoup des mariages, disais-je, dans les débats et à l'Assemblée nationale évidemment. Mais Christophe, sur alors attends, bouge pas parce que je voudrais juste faire écouter un truc, s'il vous plaît, soyez gentils. Pardon. Les mariages, on a beaucoup parlé des mariages et on a focalisé donc ces gens qui ne respectent rien et voulant faire interdire les drapeaux aux abords et dans les mairies à l'occasion des mariages et les danses traditionnelles. Ça c'est apparu comme nouveau. Ouais. Je voulais juste vous faire écouter un extrait du débat qui a eu lieu sur CNews, ça ne s'invente pas, entre Aurélien Taché, c'était hier matin, et Gilles Platré qui est le maire LR de Chalon-sur-Saône, et lui il est très clair, il s'en prend uniquement à une communauté. Écoutez. C'est un officier d'état civil qui va vous parler. Oui, vous êtes maire donc. Pourquoi cette affaire arrive maintenant? Parce que les mariages reprennent. Donc c'est pas anodin et ils reprennent en force, et tant mieux d'ailleurs que les mariages soient de nouveau célébrés. Il faut regarder les choses en face, ce que ne fait pas évidemment le ministre qui ne vit pas avec le peuple. Aujourd'hui, quand vous avez dans une mairie un envahissement, j'emploie le mot à souhait même s'il doit choquer parce que c'est exactement ce qui se passe, de personnes qui ne respectent rien, qui arrivent avec des étendards étrangers, qui chantent avec des connotations plus ou moins religieuses, qui se mettent à danser. Vous dites, ils viennent pas avec une sono, c'est bien pire. Ils viennent avec les tam-tams et la musique. Donc, à un moment donné, il faut réglementer. Moi, alors, d'ailleurs, Aurélien Taché a très bien situé géographiquement le problème. C'est l'Afrique du Nord. Moi, j'ai marié des Colombiens, j'ai marié des Ukrainiens, j'ai jamais eu de problème, jamais. J'ai des problèmes avec des débordements liés à certains mariages de personnes issues du Maghreb. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en novembre 2018 ? Eh ben, on a réglementé. J'ai pris un arrêté interdisant les emblèmes étrangers, les chants, les danses à l'intérieur de l'hôtel de ville. C'est déjà assez compliqué à gérer à l'extérieur, je peux vous le dire. Quand vous avez accompagnant le mariage des jeunes qui se livrent à des rodéos à travers les tables des terrasses au pied de l'hôtel de ville, comme ça encore été le cas samedi dernier. Donc il y a tout un contexte qui montre bien. Alors taxez-moi de xénophobe si vous voulez. Attendez, je vous parle de ce qui se passe dans le cadre des mariages. On ne peut pas aujourd'hui dans la République française tolérer que les bâtiments publics soient bafoués dans leur neutralité et leur laïcité. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut être ferme. On a le droit de faire la fête, personne n'est empêché de la faire, mais qu'on la fasse à l'extérieur. Je vous dis, c'est déjà suffisamment compliqué à gérer sur le plan de la circulation, mais c'est hors de question qu'à l'intérieur de l'hôtel de ville, qui est la maison de la République, il puisse y avoir des agissements de ce genre. Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône, Farid. Oui. Oui. Il a raison ou pas ? En tout cas, il a tort sur une chose. Pour moi,
il a tort de spécifier une communauté en particulier. Ah bah oui, au moins, sur le reste, il il a complètement raison, malheureusement. Et là, la différence avec le député, c'est qu'il y en a un, c'est un élu local, et l'autre, il n'a jamais mis les pieds dans une mairie, et il ne sait pas comment ça se passe. Je rappelle que ces agissements, au-delà du folklore, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a eu un mort dans un rodéo à l'issue d'un mariage. C'est pas des blagues, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, je pense que ce maire-là mélange beaucoup de choses, et notamment quand il parle de laïcité. Je pense qu'en fait, il fait un amalgame. C'est que les usagers de la ville, en l'occurrence ceux qui viennent se marier, ne sont pas tenus à la laïcité, même s'ils se prennent à chanter des chants religieux. En vérité, ils n'y sont pas tenus. Mais après, on va pas se mentir. C'est que on sait pertinemment, pour celles et ceux qui assistent ou qui sont invités à des mariages dans des mairies, parfois c'est n'importe quoi. Et je pense que ça n'est pas propre à une communauté en particulier. C'est là-dessus que je suis absolument pas d'accord. Je pourrais citer d'autres communautés qui font autant, si ce n'est parfois pire, mais il y a un vrai sujet. Et pour moi, c'est pas un sujet national, c'est un sujet d'environnement local. Il y a des mairies qui le font, qui arrivent très bien à faire respecter les choses, parce qu'il y a un travail de pédagogie en amont, tout simplement. Malheureusement, c'est pas toujours respecté, faut pas se mentir. Encore une fois, quand vous avez certains qui vont bloquer jusqu'au périphérique, ou les périphériques, ou même les autoroutes, en ralentissant la circulation, etc., je trouve ça extrêmement dangereux, et je parle même pas de l'image que l'on donne quand certains de ces idiots sortent des drapeaux, notamment étrangers. Maintenant, pour revenir, Christophe... Il perd pas le fil, hein. Oui, non. Je m'arrête ou je continue? Non, mais on va peut-être faire réagir des copains. Après. On va faire réagir des copains, peut-être. Exactement, pardon. Sur Gilles Platré, le maire de Chalon-sur-Saône, Karim, ça te choque ou pas? Non, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il désigne des communautés, et ça, je trouve ça très grave quand même, et je suis d'accord avec toi, Farid. Ça concerne pas que... voilà, là, il a clairement ciblé. Le Maghreb. Moi, ce que je veux dire, il mélange tout. Il mélange le trouble à l'ordre public, la sécurité, et puis le fait religieux qui n'a rien à voir. Et on retombe encore dans un... Il n'y a pas d'obligation de laïcité quand tu te maries ou de chanter ce que tu veux chanter. Pour les usagers, non. Non, pour les usagers, il n'y a pas de... Voilà. Et on retombe dans cet extrémisme laïcard de dire... et derrière l'extrémisme laïcard, c'est surtout l'athéisme qui prévaut en réalité. Et on mélange tout en disant, avec tout ça, il y a bien un truc qui va ressortir. Ça n'a rien à voir, moi je suis d'accord avec toi, il y a des dangers, il y a un trouble à l'ordre public, on n'a pas le droit de bloquer une circulation. D'ailleurs, il y a des communes qui arrivent qui arrivent très très bien à gérer ça. Ce qu'on peut se réjouir, c'est que les mariages reprennent. Moi je pense à tous ceux qui vivent du monde événementiel aujourd'hui, et je vous rappelle quand même que c'est même pas religieux. On peut faire attention. Enfin, il y a des mariages juifs où vous entendez en mairie les youyou, etc., etc. Donc, il faut arrêter ce débat et ne pas mélanger le trouble à l'ordre public qui se règle, qui doit être condamné comme n'importe qui, et le fait laïque, religieux et autres qui n'ont strictement rien à voir. Il y a un sujet de fond. Qu'est-ce que vient faire ce sujet des mariages, Tarek Mami, en ce moment là? Alors, il y a deux choses pour moi. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand ce maire, comme d'autres, parle de ces mariages, il oublie juste un petit détail, comme dirait le général de Gaulle, ce qu'il a affaire à des citoyens français. Donc, qu'est-ce qu'il va gérer comme citoyen français dans cette situation? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, j'ai été à beaucoup de mariages, et c'est vrai que quand j'ai été à des mariages des personnes de la communauté, on arrive, il y a 2 ou 3 mariages avant, il y a le couple, les 2 témoins, et des fois 1 ou 2 personnes. Et donc, de notre point de vue, de notre tradition, notre culture, notre chaleur, on trouve ça triste que des gens se marient en présence de 4 personnes. Et le maire qui vient de marier donc ce couple avec 4-5 personnes se retrouve avec une trentaine de personnes dans la salle qui fonctionnent plutôt à l'émotion qu'à la raison. Et dès qu'il dit « vous êtes mariés », il y a toujours une bonne femme qui ne voit ni religion ni trouble à l'ordre public, qui va faire un you-you de joie. Alors, est-ce que ce you-you de joie, dans cet endroit qu'est la République, donc la mairie, est un signe de provocation? Pour ce maire et pour d'autres, Christophe, on dirait que les gens se donnent des consignes, quand vous rentrez, vous faites ça, sauf qu'il oublie. Deuxième question, moi je veux demander à ce maire et à d'autres, quand ils vont, aujourd'hui surtout à Marrakech,
et qu'ils se plaisent dans cette ambiance de fête, dans les hôtels et dans la rue et à Sahat el-Fna, pourquoi ils trouvent que c'est beau quand les gens sont heureux à Marrakech et tout d'un coup, ici, ça rapproche. Et la troisième chose, les étendards et les drapeaux étrangers, pour moi, doivent être interdits pour tous ou pas interdits par tous, puisqu'on sait que dans le texte de la droite présenté, on précise bien que les drapeaux interdits sont des drapeaux hors européens. On ne va pas rentrer dans ces histoires-là. Le problème, ça n'a pas empêché Estrosi de mettre le drapeau israélien sur son front. Non, mais ça, c'est Estrosi, il fait ce qu'il veut, il est chez lui, comme dit l'autre. Et donc, pour terminer sur cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sociologue qui a dit le musulman de France et l'islam n'a jamais eu autant de problèmes avec la France que depuis qu'il commence à avoir une visibilité publique. Ça s'appelle le fait religieux. Hein ? Ça s'appelle le fait religieux. Oui, oui. Et que ce fait, peut-être... Qui est contradictoire, effectivement, avec l'esprit de la République. Oui, non, mais qui réveille aussi la bataille contre l'Église sur plusieurs siècles, qui réveille beaucoup de choses. C'est pas anodin. Non, mais sauf que la bataille de l'Église contre... la pub. Non, mais oui, sauf que l'Église contre... La bataille de l'Église contre la République... C'est pas comparable. C'est pas comparable. Il y avait une bataille, et là... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Karim Alouache, Paris Tab Savani, Tarek Mami, et on a Aziza qui est avec nous au téléphone, qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui souhaitait nous donner son avis sur le mariage. Bonjour Aziza. Bonjour Christophe et bonjour à toute l'équipe. Bonjour Aziza. Vous nous appelez d'où Aziza? Bonjour à tous. Alors je voulais signaler quelque chose. Oui. J'ai mon neveu qui s'est marié il y a 20 ans en arrière. Oui. Et tunisien. Et comme il était à la fac avec des camarades marocains, le jour de son mariage à la mairie, ils lui ont fait une surprise. On a monté les escaliers de la mairie, dans la Gennevilliers, avec, vous savez, je sais pas comment, comme des trompettes, mais longues, en cuivre. Ouais. Et c'était très très beau. C'était la surprise, on connaissait pas. Et ils étaient adorables, le couple marié. Et la mère, c'était une mère qui les a mariés. Elle dit, vous êtes tellement adorables, c'est tellement bien cette ambiance, qu'elle nous a laissé le jardin de la mairie pour faire des photos. Ah, Gennevilliers, quelle belle terre. Et 20 ans en arrière. C'est beau, pareil. Ah oui, le clientélisme communiste, il est magnifique. Oui, attendez, et je vous inquiétez pas, Balkany fait la même chose quand il a envie. Alors, Aziza, rajoutez autre chose, vas-y. Je rajoute quelque chose d'important. Allez-y, madame. Lorsque mon neveu avait 14 ans, le prof lui a dit, tu sais, tu dois apprendre l'année prochaine, rentrer dans une école technique, comme ça, 18 ans, tu vas travailler pour aider tes parents. Et c'est pas parce que c'est mon neveu, il est très intelligent. Et rentre à la maison, il dit ça à ses parents, et les parents se mettent en colère, et lui disent, demander de l'argent, nous. Si on est là, c'est pour que tu fasses tes études. Alors, il a continué ses études. Et le jour où il a passé son doctorat, on est allé, on a assisté. On a eu des compliments des profs. Que des compliments. Nous, on ne savait rien. Et il a fait biologie, chercheur en biologie. Magnifique. Félicitations à lui. Alors, ils ont dit qu'il a trouvé dans la maladie d'Alzheimer, dans le cancer des seins. Et puis bon, après on a fait la fête, on avait ramené des choses à manger, comme d'habitude, après... Ah oui, évidemment. Alors du coup là, c'est d'autres communistes, des enseignants communistes qui généralement, effectivement, brident les Farid, taisez-vous. Farid, arrêtez là. Arrêtez. Écoutez-moi. Oui. Et j'ai remercié un prof. Il m'a dit, ne me remerciez pas parce que moi, aussi mes parents étaient immigrés de Pologne. Et j'ai fait comme lui les études à Paris. Donc, il se retrouve un peu... Sauf, vous m'entendez? Allô? Peut-être, en tout cas, mais on n'aura pas le temps. La fameuse conseillère d'orientation, qui généralement n'est pas d'extrême droite.
Des orientations. L'extrême droite n'en veut même pas lui à l'école. Alors si vous voulez partir, on reprendra la semaine prochaine. Merci Karim Alouache d'être venu, notre banquier d'affaires. Merci Tarek Mami. Rendez-vous la semaine prochaine et merci mon Farid. Merci. Je m'excuse auprès des auditeurs si j'ai pu parfois être... Non, les auditeurs acceptent, mais c'est nous qui... Ah pardon, je m'excuse auprès de mes collègues. Voilà. Oui. On salue les amis communistes qui sont tes amis de toujours. Je suis toujours d'accord avec toi, Karim. Qu'est-ce qu'il y a, Karim ? Non, mais j'étais très heureux qu'en fait, il a pris la parole pour dire que je suis pas d'accord. Et en fait, il est d'accord. Et à la fin, il a dit voilà, c'est ça. qu'il était là. Mais c'est le particularisme de